Et bienvenue sur Egide, je suis Quentin et aujourd'hui je suis accompagné d'Adrien pour, enfin, il est là, il est arrivé après un an d'attente, le nouveau Battle Scroll, le Battle Scroll Révélation, le Battle Scroll qui a scellé notre destin car nous savons que c'est le dernier Battle Scroll qui va nous accompagner jusqu'à la V4. Bonjour Adrien, comment vas-tu? Bah écoute, ça va nickel, effectivement. 5 mois d'avance d'attente. Un an, t'es un peu médisant, mais 5 mois, c'est long quand même. Par contre, on n'est pas sûr que ça soit le dernier, hein. On espère tous. Enfin, moi, personnellement, j'espère de tout mon cœur parce qu'il y a les Worlds qui vont arriver, etc. Mais on peut pas être sûr à 100%. Moi, je pense que c'est le dernier. Certains en voient encore un, peut-être en avril, mais J'ai vu passer un call comme quoi dans un mois il y en avait un nouveau. Dès que c'est tous les 3 mois, ça fait 5 mois. Voilà. d'ailleurs, un truc qui a beaucoup tourné sur Twitter, je sais pas si tu l'as vu passer. Quand tu regardes dans les fichiers de ce battle, enfin, dans les propriétés du Oui, Battle il a été Scroll, la édité PDF, après qu'il a été publié. non, il a été édité le 22 janvier, pour la dernière fois. C'est-à-dire le lendemain du LVO, c'est-à-dire il y a 3 semaines. Et donc, bon, après, un fichier informatique, c'est pas si compliqué que ça de modifier un peu, mais pourquoi il serait faire chier à faire ça? Il y a de fortes chances que Battle Scroll ait été finalisé le 22 janvier et publié hier. Donc, ça fait un peu parler les gens, C'est ça. à juste titre. On cherche tous un peu les comprendre comment fonctionnent toutes ces choses-là. Mais bon, voilà, il est enfin là. Moi, je suis quasiment sûr que c'est le dernier qu'on va avoir. Il n'y a aucune raison d'en Je suis d'accord. sortir un de plus, vu le travail qui a été fait dessus, entre guillemets, à la fois bon et mauvais. On se concentre sur la V4, arrêtons les conneries. Vous pouvez du coup maintenant acheter vos figurines, les peindre, rien ne va changer, à moins qu'il y ait vraiment une bêtise très importante que personne n'a vue et qui viendront de fac, mais ça m'étonnerait, sur une fac éclair. Voilà, vous êtes parti pour ça, et je suis même pas convaincu qu'il y ait une fac pour le livre 5 de Battle of the... sur la campagne narrative qui va sortir avec le Ah, nouveau perso doc qui tombera. Je pense peut-être, que ça sera détruit sur la V4 et point barre. peut-être qu'il y aura encore une fac fake et une fac sur le Dawnbringer 5 Mm. si vraiment il y a des choses trop fortes, c'est possible. Comme ils avaient fait avec la Caradron qui avait été nerf Mm. hors Battle Scroll, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, ça avait été une Donc, fac extrême. c'est possible. Ça, on n'est Voilà. pas à l'abri. Mais Mais ça c'est sera pas. cantonné à ces BT-là. Il n'y aura pas d'équilibrage sur le reste des armées, probablement avant effectivement la V4. On verra bien. Mais moi, pareil, je suis convaincu que ça, c'est le dernier avant la V4. Exactement. Donc beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir pour les gens. Finalement, vous allez le voir dans le déroulé, des points techniques qui ont été réglés, qui vont changer aussi la manière dont vous allez jouer sur certains points. À- on a vu beaucoup de choses passer, un peu de règles un peu floues, quoi que ce soit. Donc là, on va essayer d'être clair pour que tout le monde puisse prendre connaissance de ce qu'il faut faire et ne pas se tromper, parce que voilà, on peut lire les règles un peu en diagonale. Ouais, il y a des Et changements très techniques, comme tu as dit, ouais, qu'il voilà, faut avoir en tête. Et surtout qui changent par rapport à avant. Ils ont comment fait des on retours en jouait arrière avant. sur certains points, donc il faut les avoir bien en tête, quoi. Même des Et, joueurs très expérimentés, ils n'ont pas forcément vu dans les facs et risquent de faire des erreurs dans leur prochaine partie. tout à fait. Et sinon, pour tout ce qui va être des BT, à part vraiment ce qui est très haut, entre guillemets, dans la méta, qui a été nerf, réduit, tout le reste, c'est juste du lissage, il n'y a rien d'exceptionnel. Vous n'allez pas changer vos listes du jour au lendemain. Et tour au 3 cassé. armées, mais c'est tout, quoi. Ouais, voilà, exactement. Donc pour commencer, et bizarrement, on va pas commencer par ce qu'on appelle le Battle Scroll Nullstorm Cage, mais on va commencer par l'update du livre de règles générique, le livre de règles, je sais pas comment il l'appelle, car il y a quelques points qui ont été mis en lumière, et donc on va commencer par ça. Le tout premier point qui est mis en place, c'est que maintenant, quand une habilité, un sort, une capacité, ce que vous voulez dans votre BT ou quoi que ce soit, dit que vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs unités, vous ne pouvez plus sélectionner la même. Attention, il y a un note du designer disant qu'on revient en arrière. Donc avant, c'était bien dit que vous pouviez prendre 3 fois la même. Maintenant, vous ne pouvez plus. Depuis que je joue depuis quasiment 2 ans et demi, il y avait cette fac qui disait que voilà, quand une aptitude te permet de sélectionner 3 unités, bah, si rien ne l'explicitait, tu pouvais choisir la même. Moi, je me souviens, j'ai débuté en Luminette avec Alumnia, tu avais un pré-move avec 3 unités, bah, tu pouvais faire bouger un pack de Warden de 18. Ce qui était aberrant, mais c'était autorisé explicitement dans la fac. Et il y avait encore quelques aptitudes qui s'en servaient aujourd'hui. La plus connue, et c'est ça qui est fou, parce qu'ils ont sûrement fait cette règle uniquement pour nerf cette unité, c'est les médecins COS là, qui font beaucoup parler d'eux, de la commande Corps, qui peuvent soigner 3 unités, et tu pouvais soigner, voire repop des unités, des figurines dans 3 unités. Tu peux
faire 3 fois dans la même. Donc au lieu de nerf l'aptitude en rajoutant juste un 3 différentes unités, ils ont dit allez hop, toutes les règles qui font ça, on s'arrête. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Ça n'a pas une implication énorme. Il y a notamment, je dirais, le sort de l'Eidolon qui pouvait stacker moins 3 de save, enfin, moins D3 de save sur la même unité. On en parlait juste avant, les Slanesh en Godseeker qui pouvaient bouger 3 unités, ils peuvent plus bouger 3 fois la même. T'as le trait de commandement Séraphon, même si c'était un peu discuté. En France, on l'avait interdit, mais qui pouvait bouger 2 unités et potentiellement 2 fois la même. Voilà, il y a quelques itérations de règles comme ça qui traînaient encore et qui vont être un peu nerfs par cette fac, mais c'est tant mieux. C'était con en fait. Enfin, c'était pas normal. Oui, tout à fait. Et on sent vraiment que c'est une volonté de Games de nerf la Command Corp qui était trop forte en état, sans spécialement vouloir leur casser les jambes. Je pense que quand ils ont écrit la règle, ils voulaient que les gens jouent une unité. Aujourd'hui, vous êtes toujours en capacité d'en prendre 2. Cependant, ça a commencé à être difficile d'avoir 6 unités à soigner en face de héros. Voilà, donc vous savez maintenant que vous ne pouvez sélectionner quand vous avez un choix qu'une seule fois votre unité et ainsi de suite pour les habilités. Par chance, vous allez voir dans le déroulé, pour les L'Eidolon de la mer, le sort a été up. Avant, c'était D3, maintenant, c'est 3 unités. Donc, vous pouvez pas faire D3 sur la même, mais au moins, vous aurez 3 unités qui en prendront. C'est plus stable. La portée a pas augmenté? Si, est passé de 12 à 18. Ça, le sort va augmenter, mais tu peux enlever qu'un seul save. Tu peux pas nucléariser une unité comme tu peux potentiellement le faire avant. Voilà. Mais bon, le sort était pas joué, donc ça va pas changer. Non, vraiment pas. Donc, intéressant. En tout cas, ça bloque cette règle-là et on est content. Ça va dans le bon sens parce que honnêtement, c'était un peu débile d'avoir un putain de chirurgien humain qui est meilleur en soins en reste que tous les grands magiciens de la Terre et d'Azir et de l'au-delà. La règle suivante vous dit que quand vous allez maintenant contrôler un objectif, si vous avez des règles, des habilités qui se déclenchent en fin du tour, entre guillemets, comment ça fonctionne maintenant? Ils ont éclairci ça, c'est très simple, vous faites toutes vos habilités, donc on sait que c'est un système d'empilement, le joueur opérant fait ses règles, et ensuite c'est le joueur adverse qui fait les siennes, et une fois que vous avez fait vos règles, on compte les points. Donc il n'y avait plus de problème de contestation vis-à-vis de ça. Moi, j'ai un exemple, en plus, qui est arrivé très récemment en question, qui pourrait avoir une influence comme ça. C'est, imagine, typiquement, le rip-up des Gloom, qui a lieu en fin du tour. En fait, ils pouvaient faire rip-up leur unité avant ou après leur battle tactique. Ce qui, par exemple, pour Intimidate the Invader, tu pouvais valider Intimidate the Invader, puis faire rip-up 2 unités dans ton camp, qui potentiellement empêchaient l'intimidate, mais du coup, tu pouvais le faire dans l'autre sens. Donc, c'est très à la marge, mais au moins c'est clair. Tout à fait. Je pense qu'ils l'ont écrit aussi par rapport à l'armée de renom, régiment de renom des Sublight avec le Neferata qui te permet de choisir une nouvelle tactique de bataille en fin de phase de tour. Et du coup, en se disant, pour pas que les gens commencent à se douiller entre eux. Je faisais après avoir validé la première, scorer les 2 points, t'en prenais une autre. Exactement. Il y avait peut-être moyen que ça merde avec ça. Voilà, donc c'est anecdotique, mais au moins, voilà, vous savez comment ça fonctionne. Maintenant, vous faites vos effets. Votre, comment ça s'appelle, Arcane Bolt, vous le lâchez en début du tour et du coup, ça fait ci, ça fait ça. Il y a plus de soucis à ce niveau-là. La règle suivante vous dit que quand, et ça, c'est enfin, on est clair sur ça, que quand vous allez utiliser une règle qui va vous permettre de faire combattre des unités, quelle que soit l'unité, il faut que cette unité soit éligible à combattre. On ne peut plus faire de dinguerie qui normalement ne devait pas se faire en mode ma règle me permet d'activer une unité, mon unité n'est pas engagée, donc techniquement elle n'a pas le droit de combattre, et ben je la trigger quand même, elle fait son peeling, du coup elle est engagée, du coup elle frappe. Pour faire ça. Même parfois ça te faisait juste. En fait, typiquement on parle de règles, genre contre plein de petits héros à pied maintenant, le Bloodmaster, un perso en Urgle, enfin tous les petits héros à pied ont parfois la règle qui permet de faire taper leur unité de clampin à côté. T'as aussi typiquement le grand Bloodthirster de Korn, celui qui est dans l'exemple, qui peut faire taper un autre Bloodthirster. En fait, cette règle était ridicule. Ça te permettait soit de courir et peel-in, soit de retreat et peel-in, soit même de peel-in dans le vide. Tu pouvais faire avancer de 3 pas une unité qui avait rien à foutre au plein milieu de la table parce qu'elle était à portée de ton petit héros qui lui combat. Ça te permettait vraiment de faire des folies. Ça a fait des grands débats au sein des arbitres français. On l'avait accepté parce que c'est vrai que c'était, comme on dit, en termes de règles pures, c'était normal de le faire. Quand on lit la règle, en effet, entre guillemets, il n'y avait rien qui était bloquant à l'usage. Sauf la contre, sauf le truc de se dire pourquoi je pourrais activer un truc qui n'est pas en capacité d'être activé. Mais voilà, au moins aujourd'hui c'est clair. Je pense que ces choses-là vont être actées pour la V4.
vous allez voir avec les règles d'après, ils vont nettoyer d'autres choses et ainsi de suite. Donc, en Le problème, soi, c'est que ça pose c'est d'autres bien. problèmes, cette règle, parce qu'en fait, elle te dit, cette règle, que si un truc n'est pas éligible pour fight, il peut pas être pick to fight. Et typiquement, tu vois, les élus du chaos qui peuvent s'activer une deuxième fois, bah, théoriquement, ils peuvent plus le faire s'ils sont plus à 3 pouces. Alors que tu vois, les Vanguard, eux, c'est explicité qu'ils devaient être à 3 pouces. Ouais, Les élus, c'est pas le cas. En fait, cette règle, implicitement, elle te dit, il faut peut-être qu'ils soient quand même à 3 pouces, même si on l'a pas écrit, tu vois. en effet. Donc, on va passer ça sous le paillasson et se dire que c'est pas grave, mais ça pose 2-3 problèmes, cette fac. En effet, Ça en en effet. résout, Mais et, ça peut en créer 2-3. ouais. C'est pas bête. La règle suivante vous dit que quand vous allez avoir un mouvement aléatoire, mais je pense que ça s'applique pas que au mouvement dans la question, c'est avec le mouvement, mais des attaques aléatoires, ce que vous voulez, il se génère au moment où vous choisissez votre unité. Je dis, je choisis cette unité, je génère donc mon mouvement aléatoire, mon nombre d'attaques aléatoires. Voilà, vous le générez au moment où vous l'avez sélectionné. Ce n'est pas, je génère mes attaques et ou mon mouvement, bah finalement ça me plaît pas, je prends une autre unité. Non, non, c'est vous sélectionnez, vous l'avez pique. Les attaques et le mouvement, et le mouvement fonctionnent un peu différemment en termes de règles. En fait, le mouvement, le problème, c'est que certains voulaient négocier de savoir combien ils avaient de mouvement avant de savoir s'ils pourraient ou pas. Oui, Typiquement, les Gloomspite, ils avaient envie de savoir combien ils bougeaient avec leurs 2d6 plus 7 avant de savoir s'ils rajoutaient un d6 ou pas. Mais t'as pas le droit parce que, mais ça, c'était tous les organisateurs de tournois, tous les arbitres étaient d'accord, il y avait aucun doute. T'avais besoin de savoir si tu cours ou si tu normal move pour avoir besoin de ta valeur de mouvement et donc pour le lancer. Donc il n'y avait pas de doute, il le clarifie parce que la question revenait quand même très très souvent. Donc là au moins il y aura plus de débat. Paf, c'est écrit. tout à fait. La règle suivante, c'est une règle qui, pour moi, était très claire, mais ne l'était pas pour tout le monde. C'est la règle de la ward. Donc aujourd'hui, là, c'est très simple. Il y a un seul cas qui va poser problème, c'est le Fire Slayer. Sinon, c'est les règles pour tout le monde. Quand vous êtes éligible à faire un jet de protection, un jet de ward, vous allez faire soit votre jet de ward, très simple, soit si vous avez une règle de bodyguard, aujourd'hui, cette règle de bodyguard va s'appeler aussi ward. Et donc, vous n'êtes pas éligible de faire 2 wards. Donc, soit vous allez faire votre bodyguard, soit vous allez faire votre ward. Et si jamais vous avez une règle qui empêche les wards, et ben du coup, ça va empêcher les bodyguards, car les bodyguards sont sur le même étalage que la ward. Donc, c'est clair maintenant. Il n'y a plus de moi j'ai mon bodyguard, on n'a pas noté que c'était une ward. Voilà, c'est soit Un vous faites votre premier jet ward. de cette fac qui était apparu dans la fac STD. On se demandait pourquoi elle était pas dans la core rules, mais en plus elle était pas extrêmement bien écrite. Là, celle-là, elle est beaucoup mieux écrite. Donc typiquement, voilà, Gobsprak qui empêche une unité à une close caven de se mettre les wards, et ben elle pourra pas bodyguard sur les rats des clans à côté. Mais voilà, ça avait été confirmé par les mecs de Games à Atlanta, donc on le savait déjà. Mais voilà, elle est bien écrite. C'est ça. On voit qu'ils galèrent depuis le début de la V3 Oui. avec cette règle de ward parce que c'est pas encore, comme tu l'as dit, il y a encore des petits soucis à la marge avec cette règle, avec les Fire Slayer, avec les Praetors, des conneries comme ça. Le wording est bordélique. La fac, elle commence à être longue comme le bras pour expliquer un truc en fait qui est tout simple. Donc on espère que pour la V4 ils vont réussir, s'il y a des wards, on verra bien, à trouver une petite façon de faire plus simple parce que là, pour un débutant, tu dis cette règle, tu ne comprends rien. Enfin, c'est Oui, oui. Honnêtement, moi qui aujourd'hui commencé à regarder les règles de All World, vous avez des capacités qui sont des wards et de la régénération. C'est entre guillemets les mêmes choses. Ça trigger les mêmes choses, c'est-à-dire bloquer des dégâts que vous allez prendre, pour faire simple. Mais c'est écrit de la même manière pour tout le monde et du coup c'est clair. Là, le fait que tout le monde ne partage pas la même règle, honnêtement, c'est un bordel sans nom. Et en plus de ça, là... On espère tous qu'ils vont faire comme à 40K, il y aura plus de doute, tes unités, elles auront un mot-clé, tu auras le mot-clé ward, le mot-clé bodyguard, ça sera défini dans les core rules, tu auras un truc qui fera no ward, no bodyguard comme aptitude, ça sera clean. Parce que là, effectivement, même le concept de ward, il y a encore des unités qui ont un truc qui n'est pas une ward. Genre Gotrek, c'est pas une ward qu'il a, il annule les effets sur du 5, mais les règles de base te disent, sur du 3, mais les règles de base te disent qu'un truc qui permet d'annuler, c'est une ward, enfin, c'est un bordel sans nom. Donc voilà, la V4 risque, on espère, de mettre du propre dans ce genre d'aptitude. Ah oui, c'est sûr. Et en plus de ça, donc ils vous disent dans votre jet de ward, c'est un peu bizarre, mais si vous avez une capacité qui améliore votre ward, par exemple qui passe votre ward de plus 6 à plus 5,
et que vous avez une bodyguard qui est bodyguard sur du 3+, et ben, vu que c'est une ward, ça l'améliore. Donc vous allez plus bodyguard sur du 3+, mais sur du 2+. C'est un peu anecdotique, voilà, mais voilà. l'artefact au route qui dit t'as +2 à la ward, qui te permet à ton prophète d'être en ward à 4, bah, s'il avait un bodyguard à 3+, ça passerait le bodyguard à 1+. C'est ça. Ça c'est confirmé. On le faisait comme ça, mais les effets sont rares maintenant, de plus à la ward. T'en as quelques-uns, mais ça commence à être rare. Donc, mais oui, au moins c'est clair. C'est chouette. Donc on avance dans le bon sens. Ensuite, la règle suivante vous dit que, pareil, elle est assez impactante, mais pas pour tout le monde, que en phase de Battle Shock, quand vous avez brisé votre cohésion d'unité, quand votre adversaire vous l'a brisé, si c'est lui qui l'a brisé, et vous allez retirer ces modèles. On sait que ces modèles qui sont retirés sont considérés comme slain, donc tués. Donc ils sont morts, donc vous allez pouvoir potentiellement utiliser des capacités pour réanimer des morts, ralliement, j'en sais rien, vos capacités du BT ou autre. Cependant, là, il s'est rajouté et c'est noté dans l'attention que vous ne pourrez pas déclencher d'effets liés à la fuite. Donc si c'est des unités, voilà, c'est ça, pas de trucs en mourant, pas de combat, pas d'explosion, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, j'en sais rien. Toutes les règles en tout cas qui sont liées à ça ne s'appliquent plus, notamment je crois que c'est les bunders qui, quand ils fuient, ils peuvent courir, écraser des trucs. Mais ça, je crois que ça avait déjà été réglé par une fac, mais je suis pas sûr. Je crois que ça avait déjà été. En fait, non, c'était déjà sûr que ceux qui, avec la cohésion, savaient que ça marchait pas, mais je crois que ceux qui fuyaient marchaient quand même. Mais la cohésion, ça marchait pas. Voilà. Bon. Parce que c'était suite à un échec de Battle Shock dans leurs règles. Du coup, ça doit quand même encore marcher. Parce que c'est quand ils fuient, c'est pas quand ils sont slain. Mais ça marchait pas. Mais ouais, donc eux, ça change rien. C'était déjà clair. Très bien. Mais bon, voilà. Donc vous savez maintenant quand vous fuyez, parce que... Stormcast, ils explosent pas, les corneux, ils explosent pas, tu tapes pas en mourant avec la Death Frenzy ou autre. Exactement. Intéressant. Et ensuite, la dernière règle, donc là, c'est quelque chose qui est vraiment... qui apparaît aujourd'hui, mais je pense ça a été corrigé vraiment sur tous les BT, parce que la seule règle qui fonctionnait comme ça, c'était avec le BT STD V1. Les cornes aussi. Avec cornes V2 aussi. Ouais, peut-être. Qui vous dit que quand vous avez, entre guillemets, une règle, une habilité qui fait une occurrence 2 fois la même, et ben vous allez choisir laquelle s'applique. Imaginons, vous avez une règle comme corne qui vous dit que sur les 5+, ils ignorent la magie et ils génèrent un point de dîme, et la règle d'un bataillon qui vous dit que sur 5+, vous ignorez la magie. Quand vous êtes affecté par ça, il faut que vous choisissez quelle règle s'applique. Vous pouvez pas avoir les deux. Donc, soit vous faites le 5+ de corne, soit sur votre bataillon, mais vous faites pas les deux. Effectivement, on en parlera juste après. Il y a un bataillon qui permet ça, parce que dans le jeu, il n'avait plus aucun doublon comme ça. Non. Mais à l'époque, il y avait les STD avec les Vanguard qui pouvaient potentiellement en avoir 3. Oui. Mark Tzinch. Mais, parce que vous avez la règle de l'unité, la règle de Tzinch, et en plus, vous aviez la capacité de... prêtre, là, le char, non? Ouais, le char, ouais, c'est ça qu'il rajoutait. Donc, bon, ça commençait à faire... Là, on va le voir juste après. Il y a un bataillon qui peut l'ouvrir un peu dans toutes les armées. Donc là, ça va éviter à corne, une myriade et dingueries comme ça de cumuler des immunes à la magie. Ce qui est bien. Exactement. Comme les wards, t'en as qu'une. Et donc, ce qui va laisser supposer, entendre que sur la V4, ce genre de règles, s'il y a des empilements, vous allez toujours choisir, vous ne saurez pas... Ouais, ça va être pareil. J'espère vraiment que ça va être un mot-clé, immune sort, et que tu pourras n'avoir qu'un seul, comme les wards. Qu'un seul ward, qu'un seul immune sort, qu'un seul bodyguard. Et ça sera très bien. Exactement. Donc voilà, donc ça c'était l'update global du livre de règles. Donc pensez à bien les appliquer quand vous allez jouer. Pensez à dire à vos adversaires quand ils l'appliqueront mal, qu'ils font mal. Parce qu'aujourd'hui, ça va arriver. Il y a beaucoup de personnes qui vont se... En plus, le problème, c'est que c'est pas dans le Battle Scroll. Donc même si la fac, elle a pas été forcément très mise en avant, plus parce qu'elle est au milieu de toutes les autres facs de BT. Les autres facs de BT, tu retrouves quasiment tout, pas tout, mais quasiment tout dans le Battle Scroll. Du coup, tu dis, je vais dire que le Battle Scroll. Et ben, il te manque 2-3 règles qui sont, on l'a vu, c'est des trucs techniques et un peu à la marge, mais ça peut être très impactant. Donc, il faut les connaître. Complètement. Donc là, nous allons rentrer maintenant dans le dur, dans le Nullstone Cage. Donc, moi, ce que j'ai retenu, entre guillemets, c'est une intention, d'améliorer ce qu'ils avaient mis en place. Je trouve ça bien. Cependant, je trouve ça dommage que ça arrive si tard. J'aurais bien aimé que ces améliorations aient débarqué un peu plus tôt.
Ouais, et puis on s'attendait tous, surtout avec l'ancien Battle Scroll qui avait, comme tu as dit, apporté beaucoup de choses, des nouvelles tactiques pour 4 allégeances. On s'attendait à ce qu'il y en ait d'autres. Bah non. Tout Il le n'y en a monde pas n'a d'autres. pas Il y a eu des l'effet, quoi. changements sur les anciennes tactiques qui sont bien, très bien, on va en parler. Mais c'est léger, donc il y a beaucoup de changements de coups en point. Il y a quelques règles assez impactantes, mais il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de changement de grande strat, il n'y a pas de changement de war scroll à part léger. Donc ouais, c'est pas, je pense que c'est pas le battle scroll que beaucoup attendaient, impactant pour la fin de la V3 en mode Mm. les tactiques on rééquilibre tout, on met un grand coup de pied dans la fourmilière pour la dernière. C'est un peu C'est ça. débrouillez-vous avec le jeu, un peu rafraîchi, on va en parler. Mais c'est pas. Oui, ils ont touché à certains leviers dans ce Nullstorm Cage sur des réécritures de War Scroll, mais ils y sont allés vraiment avec le bout du pinceau, quoi. Ils voulaient pas. J'espère à l'avenir vraiment que sur la V4, ils hésiteront pas à dire OK, ce War Scroll, on s'est chié dessus. Il a été écrit avec les pieds, c'est pas grave. Boum, on vous le rechange. Un peu comme ils avaient fait avec les Oruk, techniquement, sur le début de la V3, ou les Gorguntas, ils avaient pris, je crois que c'était plus une attaque et plus un rend, un truc comme Ouais, mais ça, ça. c'était une erreur. Parce qu'en fait, quand tu comparais l'arme des cochons avec l'arme des piétons, c'était la même arme, mais il y avait effectivement un drain en moins et une attaque en moins. C'était juste, je pense, une erreur d'impression. En fait. C'était pas, j'en sais rien, hein, mais je pense que c'était pas une erreur de volonté. Ils se sont dit, oh, c'est trop nul, on va up. C'était juste Ça aberrant. s'entend. Mais voilà, en tout cas, ils l'ont fait une fois. Je souhaiterais qu'ils le fassent plus souvent parce que c'est vrai que c'est toujours frustrant d'avoir juste personnellement comme niveau d'équilibrage les points, parce qu'en fait, ce n'est pas en diminuant les points d'un profil nul que le profil va être joué. Un truc qui est cata, c'est cata, quoi. Puis c'est frustrant parce que bon, même si ça se trouve, la V4 est déjà dans les cartons parce que impression, machin, tout ça. Là, c'était leur dernière chance de De faire s'amuser, ouais. un gros test. Ils auraient pu, bon, ça aurait peut-être bousillé la méta et les Worlds qui allaient venir, mais en vrai, ils s'en tapent. Complètement. Ils s'en tapent complètement, un peu moins. Ils sont un peu proches maintenant du comité Worlds parce que c'est eux qui les ont aidés pour Atlanta. Ils s'en tapent quand même un petit peu. Donc, ils auraient pu faire des tests osés pour cette fin de V3. Proposer des choses, j'en sais rien. Plus personne n'a de tactique de BT, on rajoute 2 tactiques génériques et on va voir ce que ça donne. Oui, vous aurez pu Et faire un truc que moi j'ai vu dans pas mal de mes commentaires de vidéos, entre guillemets, c'est de dire que par exemple les tactiques de bataille des BT rapportent que 1 point, là où les tactiques génériques en rapportent 2. Tu ou vois? tu peux en faire que une ou deux dans la partie, Ouais. ou tu dois les choisir avant la partie. Je pourrais faire que celles de là pendant la partie. Enfin, il y a des choses à tester. Ça, c'est sûr. Il y a plein d'idées, plus ou moins complexes, plus ou moins réalisables. Mais là, ils testent pas. Là, comme tu as dit, ils rafraîchissent le jeu. Mais bon, au moins comme ça, le jeu va bien tourner jusqu'à la fin de V3 Oui, et voilà. c'est pas un massacre. C'est ça, c'est stable. Vous n'êtes pas dans une situation où en gros vous avez peint vos 2000 points pour aller au tournoi et en fait faut tout repeindre, faut tout racheter. C'est la petite subtilité. Alors, pour rentrer donc dans le dur du sujet, la première règle en magenta qui a été modifiée, c'est le bataillon des chasseurs de magiciens andoriens, qui vous disait que dans ce bataillon, quand une unité combattait un sorcier, il fallait qu'il lance toutes ses attaques sur le sorcier et vous choisissez un profil d'arme de l'unité et vous rajoutiez une attaque sur la caractéristique d'attaque de ce bataillon. Personnellement, ce bataillon, je ne l'ai jamais vu, à part une fois dans un débrief qu'on a fait, il y avait quelqu'un qui en avait un. Mais en fait, les joueurs Big Wag le rentraient parfois, s'ils rentraient un 6e héros. En fait, t'avais dans le list type que je jouais, t'avais Gobsprak et 2 Warchanters dans un Warlord pour choper un artefact, en général un spell ou un artefact. Après, t'avais les 2 sorciers, le chaman et le prophète dans le locus, dans l'intérêt locus. Et t'as certains mecs qui rentraient un 6e héros, t'avais soit le méga boss à pied, soit un mec sur Yen, la Cruel Boys. Et du coup, celui-là, bah, tu pouvais envisager. Enfin, en fait, non, c'était que si tu joues le méga boss à pied, parce que le Naftouf, il range pas dedans. Donc, si tu joues le méga boss à pied, ce que moi j'aimais pas, bah, tu pouvais le rentrer avec 2 packs de brut ou un pack de Ragers dans ce bataillon, qui coûte rien, tu tombais sur un Krondis, tu tombais sur un Nagash, tu tombais sur un Mokrocha qui avait mis un Arcane Tome, bah, tu étais content. Un Glotkin, tu étais content. Donc, ça coûtait rien dans ce genre de liste, mais effectivement, l'utilisation est pas folle et elle te faisait descendre du sacro-saint 1, 2 ou 3 poses que tout le monde cherche, donc tu prenais pas. c'est ça. Et aujourd'hui, pour valoriser ce bataillon, on vous rajoute la règle que les unités qui sont dedans, quand elles sont affectées par un sort
ou un sort persistant, ou une capacité, une règle, ce que vous voulez, d'une magie. Sur un 5+, vous l'ignorez. Donc, c'est un La bon règle de buff. corne, sans le point de dîme, évidemment, mais la règle de corne. Ce qui est sympa. Je pense que certains vont le tester. Je pense pas qu'on va le voir beaucoup, parce que déjà, c'est très limitant ce bataillon. Il faut un perso à pied de moins Ouais, de et 10 puis vous rentrez pas PV, grand-chose voilà. dedans. 2 unités d'infanterie, Et un behemoth. potentiellement un behemoth. Et pourquoi pas? Mais le problème, c'est que ça t'empêche, de base, ça te met en 3 ou 4 poses de plus, en fait. Et on sait que dans le compétitif, on cherche quasiment tout le temps d'être en moins de poses possible. Donc, genre, je pense qu'on va en voir en Big Wag beaucoup, parce que l'armée s'y prête bien. Tu vas avoir tes packs de brutes qui vont être immunes au sort sur 5+, c'est toujours bon à prendre et ça coûte rien dans la construction de liste. Mais à part eux, Oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours trouvé dommage vraiment que les bataillons secondaires proposés par le manuel général, qui ne peuvent pas être dupliqués parce qu'on sait qu'on a le droit d'en prendre qu'un seul, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas un unifié dans ces bataillons en plus des règles supplémentaires, quoi. Vraiment, hein. ouais. Ça ferait pas de mal. Ça permettrait d'être pas en one drop, mais ça permettrait de rester en 2 potentiellement. Tu mets un bataillon chasseur et un bataillon battle régiment. Ça serait sympa. Le problème, c'est que minimum, tu vas être en 4 poses, voire 5 si tu mets un behemoth dedans. C'est jamais rentable. Enfin, si tu tombes, dans certains match-up, tu tombes sur un sorcier, tu tombes sur un Teklis, ça peut être super bien, mais t'as que 3 unités qui sont immunes, c'est du 5+. Ça reste dur quand même. Mais bon, c'est un super buff. C'est que du bonus. Ça mérite d'être testé dans certains builds. Typiquement un Fire Slayer ou autre, s'il veut tenter avec des unités qui rentrent pas dedans. Ou... Ça peut être sympa, ça se teste. C'est intéressant. Moi, j'aurais peut-être préféré qu'au lieu de ce 5+ sur tous les sorts, ce bataillon te protège au sort du domaine de la glace. Comme ça, tu ne sois pas en mode, t'as une unité que tu peux envoyer chasseur qui va pas se prendre un blizzard. Parce qu'aujourd'hui, ça aurait été fluff en plus un peu, vu que c'est la saison, t'as un truc qui est bizarre. Ça aurait été intéressant, ou que ce soit un 2+, à l'ex Numériade, on va en parler. Ouais. Contre les sorts du domaine, du coup, contre le Horfrost, parce que la rupture, voilà. Vas-y, tu pourrais mettre ta Crown Spine dedans, une à la rupture. Non, mais ouais, ça aurait pas été déconnant, t'as raison. Parce que là, bon, c'est sympa, mais c'est pas assez, et surtout qu'on va le voir, il y a certaines armées de magie, une notamment qui a pris du attaquer, donc. Oui. Puis le défaut de ça, c'est que, entre guillemets, vous avez aucune armée, entre guillemets, qui est composée que de magiciens. Donc les magiciens, ils sont planqués, ils sont protégés, et pour aller les chercher, c'est vraiment difficile, quoi. Et puis, la plupart des magiciens, c'est des petits locus, avoir plus une attaque dessus, ça n'a rien changé. C'est vraiment si tu tombes sur un gros bestiau. Comme je dis, Grondis, Orgoth, enfin pas Orgoth, Glotkin ou un gros Camion Arcanum, quoi. Oui, ou Archaon, parce qu'il est sorcier, Teklis, Nagash. Mais voilà, c'est pas. Tu seras content d'avoir ton plus d'attaque, mais ça reste très situationnel. C'est ça. Ce qui est bizarre, c'est que le bataillon s'appelle chasseur de magiciens Andorian, et en fait, t'es meilleur sur tous les sorciers, mais surtout ceux qui ne sont pas Andorian, parce que les Andorian, c'est déjà des clodos, tu vois. C'est des clodos à 5-6 PV, et si tu tombes dessus avec les unités que t'as mis dedans, bon, t'es toujours content d'avoir ton plus une attaque, hein, évidemment, mais c'est pas ça qui va changer le fait que tu joues pas la plupart du temps. Exactement. Ensuite, nous avons une modification dans les battles tactiques. Nous avons une nouvelle tactique de bataille. Ça, c'est génial pour tout le monde. Et oui, quasiment tout le monde va pouvoir profiter de ça. Et ben en fait, pas du tout. Parce que cette tactique de théoriquement, si. Non, tout le monde y a accès, il n'y a aucun souci. Mais vous allez voir que la difficulté, c'est les conditions. Cette tactique de bataille vous dit que vous la réussissez si un héros qui porte une Nullstone Enderman, donc on sait que ce sont les optimisations de la saison quand vous ne jouez pas de sorcier, ce héros doit contester un objectif. Donc contester, il suffit d'être dessus. On s'en fout de savoir. Il n'a pas besoin de le contrôler, ce qui est très rare dans ce jeu de tactique. Et qui est, la seule condition, c'est que donc faut contester, donc mettre un pied dessus, qui est contrôlé par votre adversaire au début du tour. Donc il vous suffit. Évite de le faire T1 sur un objectif vide. Voilà, exactement. Trop fort. Elle est déjà super, cette tactique. Franchement, elle est géniale. Elle est quasi auto si tu ne fais pas sniper ton héros avec ta Nullstone. Et elle va permettre à des armées qui, par essence, ne peuvent pas faire Magical Dominance. Parce que si tu as une Nullstone, c'est que tu n'as pas de sorcier et aucun moyen de lancer un sort, donc tu n'as pas de Magical Dominance. Ça va leur permettre d'avoir une tactique en plus. Et à l'inverse, ceux qui ont déjà leur Magical Dominance, ils n'auront jamais cette tactique par essence. Donc c'est chouette, ça équilibre un peu ce Magical Dominance que tout le monde fait T1. Le seul problème, c'est que tu pourras très rarement, sauf si tu joues en deuxième et que tu as une grande projection, la faire T1.
Donc c'est un peu moins bien que Magical Dominance, mais c'est super pour des armées comme Khorne qu'on n'avait absolument pas besoin, contre Sob, Voilà. Fire Slayer et Mm. Caradron, qui C'est avaient ça. souvent des petits problèmes de 5e tactique. Bah, c'est génial. Oui, tout à C'est vraiment fait. Et je un trouve ça super ajout. bien et intelligent de se dire, en fait, on fait une saison basée sur la magie, on donne un gros bonus aux sorciers, on donne un contre aux adversaires qui est de la merde, hein, les Andorian, c'est pas au niveau des dés. Pas fou, Et c'est du coup, sympa. en fait, il y avait des tactiques pour les magiciens, mais pas pour ceux qui en ont pas. Donc là, ça en donne une, je trouve ça bien, mais une Ouais, fois, c'est très ça bien. arrive tard, hein. Mais voilà, Ça arrive tard. c'est bien. Et elle est pas faisable T1, ce qui est un gros défaut par Mm. rapport à Magic. Oui, tout Enfin, elle à est pas fait. faisable T1 en étant safe et en jouant en premier. De toute façon, elle sera jamais faisable en jouant en premier. Sauf si le mec a un pré-move ou que tu as une projection de l'espace ou une FEP ou quoi que ce soit. Mm. Mais ce Et qui est intéressant, c'est que par exemple, quand vous faites une construction de liste et que vous dites, bon, bah, je vais chercher l'Arcane Tome pour pouvoir faire ma tactique Magical Dominance parce qu'il me manque de tactique dans votre BT, genre Stormcast, et ben là, vous pouvez vous dire, bon, bah, finalement, est-ce que j'irai pas choisir ça? Parce qu'une exactement. tactique pour une tactique, celle-là, je suis quasiment sûr de la rentrer, alors que le sorcier, bah, je peux la rater. Donc, Et encore une fois, souvent, on allait chercher l'Arcane Tome ou un petit sorcier pour faire Magical Dominance T1 parce que ton armée n'avait rien à faire T1. oui. Ce qui n'est pas forcément le cas de Stormcast. Mais voilà, c'est pour ça que je trouve qu'elle compense pas exactement l'Arcane Tome, mais c'est pas mal. Franchement, moi, je joue Sob en ce moment, je suis ultra content de l'avoir. Oui, ça Donc, fait une très bonne tactique. on en a un qui joue Caradron, Khorne, encore une fois, c'est génial pour eux. Mm. Ils avaient mine de rien, c'était leur défaut à Khorne, ils en avaient un, c'était pas forcément avoir les 5 tactiques sur la partie. Bah là, on va le voir, ils vont un petit peu avoir du mal à faire la tactique T1 parce qu'ils avaient sur Name Destroy et vu qu'il y a eu un petit nerf sur une unité, ça va être un peu plus dur. Mais ça offre une tactique assez BT qui est quasiment auto. Non, franchement, c'est cool. La règle suivante, c'est sur le battle plan, comment on appelle ça en français, Scénario. le scénario Powerflux, qui vous disait c'était un peu bizarre. C'est mal écrit. Ouais, Ça vraiment. change quasiment. En fait, on le jouait comme c'est taqué là, quasiment. C'est ça. C'était un bug de si tu tues mon sorcier à ton tour, ça marche pas. Enfin, je pense que soit les gens s'en fichaient, soit les arbitres disaient. Enfin, très honnêtement, moi, je l'ai toujours joué comme c'est écrit maintenant. J'avais pas vu le bug et personne me l'avait jamais notifié. Donc, oui, moi non plus. Parce que pas grave, je jouais comme ça, mais en gros, voilà. On vous disait que quand un sorcier mourrait, vous scorez un point supplémentaire. Sauf qu'en fait, vous ne scorez des points qu'à votre tour. Donc, si le sorcier mourait au tour adverse, vous arriviez à le suicider, vous ne marquiez pas de points. Et donc, c'était pénalisant pour les joueurs qui, notamment, ne jouaient pas de sorcier parce qu'ils se retrouvaient à se faire deny des points qu'ils auraient dû marquer et ainsi de suite. Donc là, on vous dit que c'est à la fin du tour, quel que soit quand est-ce qu'il est mort, vous le scorez quand même. Donc, de toute façon, dans 95% des parties d'AOS, je pense que les gens oublient ces points. Donc oui, ça ne changera rien. exactement, exactement. Le nombre de fois que je l'ai rappelé en tournoi, vous avez compté les points de sorcier? Ah non. Ouais. Et le sorcier qui explose sur un 4+, là. Ah, mais ça explose, on le l'oublie aussi sorcier toujours. Sur l'autre scénario, mais ouais. ça s'oublie toujours aussi. Pourtant, c'est des très bonnes règles qui équilibrent les scénarios, donc c'est dommage de les oublier. Mais on a tendance à les oublier. Oui, oui. Bah, en fait, c'est vrai que on va dire qu'aujourd'hui, la complexité de réaliser votre battle tactique plus de piloter votre partie, c'est une charge mentale importante. Et quand vous avez des règles supplémentaires comme ça, un peu kiss cool, bon, souvent le kiss cool, c'est kiss, mais pas trop cool, quoi. Voilà. Donc, nous avons fini maintenant la partie globale et on va rentrer dans les grandes factions. Donc, la première grande faction à avoir des ajustements, c'est le chaos. Ce sont nos préférés. Ils nous font rêver. On va commencer par Khorne. Donc, Khorne, on sait qu'aujourd'hui, c'est une armée qui performe très très bien, qui a pris un nerf sur la manière dont étaient ajustés les points de Dim. On s'est dit, est-ce que c'est la fin? Mais pas du tout, c'est resté exceptionnel. Et aujourd'hui, ils prennent un nerf supplémentaire, mais ce n'est pas non plus le nerf du siècle, hein, qui vous dit que si jamais vous avez un sort qui est lancé par un sorcier ou une capacité de sort allié, et ben sur un 5+, ce sort est automatiquement dissipé. Donc c'est un nerf. Khorne vous punit parce que vous jouez des sorciers chez Khorne. C'est pour limiter tout le monde, non, mais beaucoup de gens jouaient Tedra ou Be'lakor, un peu moins, je voyais moins récemment Be'lakor, pour faire la Magical Dominance T1, parce que Khorne a un problème de tactique T1. Bah là, t'as une chance sur 3 que ta Magical Dominance. Ou le régiment de renom de Tzeentch. Alors, le régiment de renom, ils l'ont changé, parce qu'en fait, le régiment de renom, ça marcherait potentiellement, parce que c'était particulièrement écrit, mais en fait, ils l'ont réécrit, sans que ça soit en magenta, donc faut le relire. Et en fait, tu ne castes plus le sort
quand tu changes les endless, donc ça ne fonctionne plus. Et d'ailleurs, quand tu poses ton sigil en phase 0, ça ne fait plus pop de spawn. Donc ils ont fait un gros nerf au régiment de Zinch, qui fait qu'il est plus intéressant encore. En tout cas, de ma lecture, faudra voir avec les experts. C'est marrant parce que j'ai vu qu'ils avaient été fac, je suis allé regarder 2-3 en diagonale, j'ai vu aucune différence. Bon, si tu vas le voir. C'est le seul le Zinch, c'est subtil, mais en fait, ça casse le combo en corne. Okay. Donc, non, c'est bien, parce qu'en fait, tout le monde s'attendait à ce qu'ils interdisent purement et simplement les sorciers en corne, ce qui aurait été dommage, parce qu'il y a Archaon et Be'lakor qui, quand même, ont une place en corne, parce que Archaon, c'est le big boss. Be'lakor, c'est un peu celui qui a pas d'amis et qui aime bien être partout. Je suis un expert du lore, on le remarquera. Ouais. Donc, ça aurait été un peu dommage de les bannir, ces deux-là. Ils auraient pu bannir tous les sorciers, sauf Be'lakor et Archaon. Ils ont fait ce truc-là que je trouve intéressant, parce que tu peux le tenter. Oui, c'est ça. Magical Dominance, mais t'as une chance sur 3 que non. Non, vraiment, moi, je salue pour ça le travail qui est fait, c'est qu'ils n'ont pas fait, entre guillemets, le coup de bambou en disant on supprime, les joueurs ont acheté les figurines, les joueurs, ils ont peint, ils les ont dans la collecte, il n'y a pas de souci, tu peux jouer avec, par contre, c'est un peu le loto, si tu roules ton 5+, c'est raté, quoi. Donc, je trouve ça bien. Je leur explique bien, même si tu l'as très bien dit, parce que j'ai vu certains joueurs ne pas comprendre cette ligne Battle Scroll, ce n'est pas un changement de la règle. Tu as toujours la règle qui dit que si tu reçois un sort adverse sur un 5+, tu l'ignores et tu gagnes un point de dîme. Ça, c'est en ajout. Oui. C'est un ajout. Et ça, tu gagnes pas un point de dîme. C'est juste le sort est annulé. Parce qu'il y en a certains, ils l'ont lu un peu vite. Il y a certains qui ne comprennent pas forcément bien l'anglais. Donc, voilà. C'est juste un ajout pour uniquement empêcher la Magical Dominance sur une chanson. Voilà. Et puis, ce qui est bien, c'est que si jamais au début, tu joues contre Seraphon et qui te dit « Ah, le spell est unbound, je mets des points », tu dis « Non, c'est moi qui l'ai unbound tout seul. » C'est moi qui l'ai unbound, t'as raison. Par contre, très drôle, les petits clins d'œil, si jamais ils sont là, il y a bientôt les French War Game Day avec du 2v2. Et il y a notamment dans notre région un duo, un couple même très, très célèbre qui joue quasiment exclusivement Seraphon et Korn. Donc, ils allaient jouer Seraphon et Korn ensemble. Et il a été rule sur les French War Game Day que si ton allié est un Korn et que tu joues des sorciers, sur un 5+, tes sorts ne passent pas. Donc la combo Seraphon Korn est... Red boîteuse et Nelly. Jérémy et Nelly, force à vous. Je sais pas si tu vas pouvoir voir autre chose, mais votre combo, malheureusement, complexe. En effet. Donc voilà. Est-ce que Korn a subi une autre modification majeure de mémoire? Il me semble qu'ils ont une nouvelle tactique de bataille. Non, ils ont pas une nouvelle tactique de bataille. Ils ont juste des changements de points. En fait, ils ont principalement monté les Claw of Karanak. Oui, c'est ça. Mais on verra ça après. Ouais. D'assurer sur 100% des scénarios avec un pack de Fury sur un Destroy T1. Tu joues en premier. Et là, il va être plus dur à rentrer le Claw of Karanak dans les listes. Donc, le Surn Destroy T1, il va commencer à être dur à négocier dans les listes parce que les listes Korn buildées pour pouvoir faire Surn Destroy T1, là, c'est plus dur. Donc, c'est le nerf de Korn du Battle Scroll. C'est léger, avec une tactique gratos en plus. C'est quand même très léger comme nerf. Donc, et ça, tu vas plus pouvoir jouer les sorciers, mais en vrai, les meilleures listes Korn, à mon goût, n'en avaient pas de sorciers. Donc, oui, parce que, en fait, moi qui ai testé avec ça sur 5 matchs, mon ressenti après 5 matchs, c'est que tu l'apprends pour faire ça, mais en fait, ton adversaire ne te laisse jamais commencer. Et en fait, tu t'en sers jamais parce que, parce qu'en fait, il y a toujours un truc à portée de dissipation. Donc, t'es content d'avoir un bouclier mystique, ça se prend, mais bon, c'est des points qui... Alors en vrai, attention, et ça, je le redirai pas à chaque fois, mais là, on est en train de dire que cette armée a été un peu up, cette armée a été un peu nerf. C'est pas si simple que ça, parce qu'on est dans un jeu de méta, comme tous les jeux asymétriques avec des classes ou des races. Et en fait, tous les changements s'imbriquent et s'influent les uns les autres. Donc, Korn n'a pas été beaucoup nerf. Imaginons que, même été un petit peu up. Imaginons qu'un de leurs meilleurs match-up, et c'est d'ailleurs le cas, a été énormément nerf. Ce meilleur match-up-là va permettre à d'autres armées de revenir dans la méta qui elles-mêmes sont fortes contre Korn, ou peut-être que Korn va être moins forte. Enfin, on est dans un jeu qui est excessivement dur à interpréter. Oui, il y a beaucoup de subtilités des fois qui peuvent découler d'une figurine, d'une règle, qui vont déclencher un truc qu'on se rend pas compte tout de suite. Ouais, et puis c'est des effets de mode. On est dans une méta, c'est des effets de mode. Il suffit que 2 armées reviennent à la mode parce qu'il y a un ou deux de leurs contre qui a disparu et elles sont fortes contre Korn, et Korn va rebaisser. Donc voilà. Ouais, complètement. Korn prend un up intrinsèquement, mais ça veut pas forcément dire qu'il va être au-dessus dans les classements, dans les stats, dans la méta qu'avant. Non, je pense que ça va pas... Ça va encore être bien. Korn, oui. Ça va être, voire même la meilleure armée du moment, mais c'est une très 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 bonne arme. Complètement. Vous en faites pas.
Non, c'est sûr. Ensuite, on passe à Nurgle. Donc, Nurgle, la terreur des bacs à sable, qui met de la maladie, qui met des fessées à tout le monde en a peur, et ainsi de suite. Il prend un premier nerf sur le Slow-Pity. Donc, le Slow-Pity, c'est un petit héros démon qui jouait de la flûte et qui avait 3 règles. La première règle vous disait... La cornemuse, qui vous disait que les démons de Nurgle entièrement à 14 avaient +1 sur vos jets de blessure. La deuxième règle vous disait que les démons de Nurgle entièrement à 14 de lui faisaient une blessure en addition sur un 6 non modifié de blessure. Et la troisième règle vous disait que les démons de Nurgle, quand une figurine, c'était à la figurine près, commençait un mouvement d'engagement à 3 pas, ne pouvait pas se rapprocher d'un démon de Nurgle. De cette unité-là. Ce qui était une règle très mal comprise par notamment des joueurs débutants, intermédiaires, voire même des bons joueurs, qui était très dur à expliquer. Des gens y mettaient de la mauvaise volonté aussi. Mais cette règle était excessivement impactante. C'est la fameuse règle que tout le monde appelle l'anti-piline, qui n'était pas stricto sensu un anti-piline, ça te fait chier dans ton piline. Cette règle était excessivement impactante pour Nurgle. Elle permettait notamment, en combinaison avec Glotkin, qui prépare en ce moment, de contrecharger avec des plaies de bearer au tour adverse, de les placer de telle façon que le mec en face puisse quasiment plus piline. Et tu mettais, t'étais obligé de retreat, t'étais obligé de recharger. Enfin, c'était une horreur. C'était source de frustration. C'est ce qu'ils ont écrit dans leur article. Frustration qu'ils ont mis 2 ans à découvrir, parce que c'était 2 ans que tout le monde joue des Slow-Pity en Nurgle, moi le premier. Donc ils ont mis 2 ans à comprendre que c'était effectivement source de grande frustration, ce Slow-Pity. Oui, puis c'était, je pense, frustrant, comme tu le dis, par rapport à des gens qui comprenaient pas très bien la règle. Et la règle était surjouée, c'était complètement débile. Voilà, vraiment. C'est ça. Si tu disais t'as pas le droit de piline ton unité, le Slow-Pity était aberrant en termes de puissance. C'était moins fort en réalité, c'était quand même super fort. Voilà, ils ont tapé dans le duel, ils ont dit il n'y a plus l'histoire de piline, ça met -1 hit sur l'unité. Ce qui est sympa. C'est jamais mauvais à -1 hit. Ça vaut peut-être pas le coup de jouer un Slow-Pity dans ton armée de base, voire de consommer 7 points pour l'invoquer. Dans certains builds, je pense qu'on le verra toujours, parce que -1 hit, potentiellement, tu passes tes unités en +1 wound, ce qui peut être sympa sur des bêtes ou des princes démons de Nurgle, d'ailleurs. On va en reparler plus tard. Ça peut être sympa, mais là où le Slow-Pity était omniprésent dans soit les listes, soit en invocation assez tôt dans la partie, on n'en verra plus. Ça a fait verser beaucoup d'encre, ce changement, parce que pour beaucoup, le Slow-Pity était la pierre angulaire de Nurgle. C'est une des pierres angulaires de Nurgle, mais en vrai, le BT va très bien s'en remettre. La liste qui tourne en ce moment avec Glotkin et des gros va très bien survivre sans Slow-Pity. Il y a des match-ups qui vont être beaucoup plus compliqués à gérer. Il y a des parties qui vont être moins auto-win sans Slow-Pity, mais ils ont que nerfé ça. Je crois qu'il y a un des Maggot Lord qui a pris 10 points. Morbidex, oui, c'est vraiment léger. À part ça, il n'y a aucun changement sur les Plague Bearers et les bêtes qui sont scandaleusement bas. Non. Donc, Nurgle va pas s'en remettre, va perdre un petit peu, évidemment. Le Slow-Pity était une très belle pièce. C'était une pièce qui te faisait gagner des match-ups qui aujourd'hui va te les faire pas spécialement perdre, mais moins gagner facilement. Va falloir tricoter un peu plus autour. Après, comme tu le dis, je pense qu'il va falloir aussi réfléchir à ce que peut apporter la pièce. La pièce est plutôt bien encadrée. On vous dit qu'il faut le mot-clé démon et Nurgle. Donc, si vous avez en capacité en STD d'avoir les deux, soit avec les princes du démon, soit avec les démons de STD en leur mettant la marque de Nurgle, vous pourrez leur donner un -1 touche sur des bulles qui sont quand même grandes, entièrement à 14, ça se fait pour un petit mec qui a un petit cul. Donc potentiellement changer, basculer un peu l'équilibre, et le +1 blesse en bulle est quand même un très très bon sort pour des démons de Nurgle. Le prince démon de Nurgle, vous verrez qu'il a pris un petit up, il est content si vous en jouez plusieurs de leur +1 blesse. Dans ma liste bête dont on a parlé à la finale, ça m'arrivait très régulièrement de mettre mon Slow-Pity en +1 bless sur mes bêtes et mon petit prince démon de Nurgle qui était à côté, effectivement, qui combotait. Ça m'arrivait on va dire, en moyenne, en fonction des match-ups, une fois sur 4, sur 5, de le mettre en +1 bless. Et le -1 hit sur un MSU de bête ou sur du Plague Bearer, c'est toujours chiant. Et il y a des armées qui détestent ça. Quand t'as des sobs qui touchent à 4 ou des ogres qui touchent à 4, c'est... Ah non, c'est pas mauvais. C'est juste moins bien qu'avant. Mais je pense que c'est plus sain, même si j'ai adoré jouer mon Slow-Pity pendant 2 ans. C'est, je pense, aussi plus sain pour le jeu. C'est plus simple pour le jeu. Les mécanismes d'anti-piline, même si c'est bien d'avoir des mécanismes de contrôle dans le jeu, celui-là, il était quand même particulièrement con. Oui. Donc, il reste la roue, qui est très forte aussi, qui va arriver
une fois de temps en temps en fonction de votre chance, qui reste très très forte en anti-peeling. Mais voilà, tu l'auras plus à tous les tours en fonction. Enfin, encore une fois, je dis anti-peeling, c'est pas un anti-peeling, c'est une réduction du peeling. C'est ça. Donc non, c'est un bon changement. Les joueurs Nurgle vont apprendre à jouer sans et ça va très bien fonctionner. On va voir des listes, je pense, avec beaucoup de démons et du -1 hit qui peuvent être très frustrantes, sachant que tu as Blob qui peut apporter une autre source de -1 hit, tu as le trait de commandement sur le Géo qui apporte une autre source de -1 hit, donc tu peux très facilement avoir du -2 pour être touché. Là, ça commence à être impossible à compenser. Donc non, il y a des choses à faire. C'est bien. Je trouve que c'est un très bon changement. Oui, je trouve que c'est un changement qui est bien, puis c'est plus sain, et en fait, pour moi aussi, c'est moins casse-couille, parce que quand tu connais bien la règle, et que tu sais ce que tu as le droit de faire, et que tu es là à pinaille avec ton adversaire en disant non mais regarde, là je suis à tant de lui, là je suis à ça, là je peux me rapprocher, là machin, au moins là c'est plus rapide, c'est plus simple pour le jeu. Par contre, petit détail, je passe vite dessus, mais je trouve ça absolument con en le revoyant, j'avais pas pensé avant. La tactique de Nurgle là qu'ils ont écrite et qui avait été faquée dans les secondes qui suivaient Battle Scroll dans la fac de Nurgle pour dire que c'était pas une unité de Roadbringer mais c'était une unité de mortel, bah là elle vient d'être réécrite dans le Battle Scroll mais avec le mot clé Roadbringer, et vu que c'est sorti après la fac, techniquement ça passe au-dessus. Bon, je pense que ça va pas être fait, mais ils auraient, parce qu'il y a toujours deux versions dans la fac et dans le Battle Scroll, parce que c'est quand même un petit peu con. Ah, c'est pas anodin comme changement, ça change beaucoup. Bah non, surtout sur les tactiques de bataille, quoi. Aïe, 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 ça fait mal. Passons à la suite. Nous avons ensuite le BT Beast of Chaos. Donc Beast of Chaos, pour faire simple, il donne aux unités de Gore et aux Tsangor. Donc Tsangor, ça va être toute la clic-clac, montée, pas montée, à pied, sur cheval, sur poney, sur dragon. Tout ce que vous voulez. En gros, ils passent la portée de leurs armes à 2 pouces au lieu d'1 pouce. Ouais, on va le voir, ils ont rajouté de la range à 4, 5, 6 unités. C'est énorme comme stat. Hein. C'est une stat super importante, la portée. Ça te permet littéralement de taper sur 2 rangs avec certaines unités, voire 3 si tu es en socle de 25, mais là je crois que c'est que des socles de 32. Non, c'est du 32. Mais taper sur 2 rangs, c'est potentiellement big comme changement. Ça te fait revivre des unités. On va le voir plus tard, ils ont fait la même chose au Night Hunt, qui était le buff que tout le monde attendait depuis la fin du bataillon qui permettait de taper sur 2 rangs. Bah, ça va pas sauver ces unités, mais il faut les retester, et ça peut vraiment faire des choses. Quoi. Oui, c'est très bon changement. Ça, en fait, sur un stat check, ça vous ouvre des renforcements, ça vous ouvre des unités. Moi, je suis joueur Stormcast, mais mon Dieu, le nombre d'unités que j'ai envie qui tapent sur 2 rangs, mais putain d'évocateurs, là, faites-les taper sur 2 rangs. Mais il y a plein de mecs, j'ai envie qui tapent sur 2 rangs, et en fait, le fait de taper que sur 1 pouce, c'est très chiant. Donc, c'est une bonne règle. C'est ce que je vous disais quand ils ont fait une modification de certains profils. Ils l'ont fait pas mal de fois, entre guillemets. Voilà. Bon, on sait qu'il y en aura plus. Très impactant comme jeu. Franchement, la range 2, passer de 2 à 3, c'était très impactant, notamment à cause du slow pity. Passer de 1 à 2, c'est vraiment big pour des socles de 32. C'est complètement. Donc, aujourd'hui, moi, je suis incapable de vous dire ce que ça va révolutionner, mais en tout cas, ça ouvre des constructions de listes nouvelles, des réflexions nouvelles. Et des unités qui vraiment prennent une autre envergure. Complètement. Ensuite, nous avons Skaven. Alors, Skaven, on sait que ça se porte bien dans la méta. Ils ont pris une douche de bonus depuis le début de la V3. Ça ne s'arrête jamais. Et ben, ça ne s'arrête toujours pas. Ça s'arrête toujours. On sait pas pourquoi. En fait, c'est vraiment Skaven. Ils sont en cosplay Skaven, quoi. Ils sont dans les tunnels. Ils gagnent plein de trucs. Ils grattent, mais personne ne les voit. Non, c'est ça. Games se les voit. Pourtant, ils les ont vus à Atlanta. Ils ont fait top 2. Avec une liste qui a presque pas été nerf, parce qu'on va pas parler de tous les coups en points, mais ils ont rajouté 20 points sur la cloche. En contrepartie, ils ont rajouté 10 points sur les Plague Sensor aussi. En contrepartie, ils ont enlevé des points sur le sorcier à pied, ils ont enlevé des points à gauche à droite sur Scrabbit, qui est exceptionnel, la bande Warcry, là, ou je sais pas quoi, là, qui permet de maudire un objet. Il a baissé en points, et en plus, il a accès à la prière. Je suis pas sûr qu'il a baissé en points, remarque. Il a accès aux prières génériques. Ils ont faqué, enfin, les mots-clés que les Skaven attendaient, c'est que c'était un personnage qui était nommé, le BT étant, entre guillemets, vieillissant, les personnages, voilà, t'avais pas accès comme en Stormcast où vraiment quand Yunus est sorti, le mec il était pas chevalier. Dans son armée de renom. Ouais, il avait pas accès à ces trucs et tout, c'était n'importe quoi. Donc là voilà, donc une tactique de bataille qui est modifiée. Anciennement, il fallait qu'il retreat avec un sorcier, allez voir. Un héros et une ligne, et maintenant il faut juste faire 2 retreats. Donc ce qui se faisait déjà bien, parce que t'avais les rats des clans qui retraitaient charge, t'avais les héros qui pouvaient retreat à la place de combat, donc ta tactique, ils arrivaient à la faire, mais elle était un peu restrictive. Là, retraite avec 2 unités, c'est ridicule, c'est super simple. On en a une générique, c'est retraite avec 2 unités et charger avec 2. Bah, retraite avec 2. C'est ça.
Donc non, c'est une super tactique. Ça va faire du bien à Skaven. Les coups en point, il y a des nerfs, il y a des ups, ça s'équipe globalement dans les listes. Ouais, C'est écoute, ça. Skaven va continuer de faire des Exactement. trucs. Et la deuxième chose qui a été modifiée chez Skaven, alors je sais pas exactement ce que ça va faire, on va voir, c'est que les Plague Monks qui anciennement étaient joués par 10 sont maintenant en une taille minimum de 20. Donc vous allez pouvoir jouer, renforcer 60 Plague Monks au lieu de 30. Ce qui va te permettre de lancer, j'ai la flemme de faire le calcul, mais je crois qu'ils peuvent monter à 6 attaques chacun. Ouais, fastoche hein, entre 5 ou 6, je sais plus. Potentiellement entre 300 et 360 dés. Et rien que ça, c'est quand même excessivement drôle. Donc, ils taperont. Ah, et puis, ils peuvent avoir range 3, hein, donc tu pourras faire taper les 60. Ah, tu les fais tous taper, oui. 30, tu y arrivais bien, 60, ça va se faire. Complètement. Oh, c'est un bon changement, tu vas pouvoir les jouer par 40, ce qui sera plus souvent faire que 60, mais bon, on n'en verra pas, je pense. Non, parce que l'unité est pas bonne. Pourquoi pas, changement simple. C'est ça. Et ensuite, nous allons passer au Slave to Darkness. Donc, Slave to Darkness, il y a eu pas mal de petits buffs au fur et à mesure. Là, des petits Vanguard qui perdaient des points, des Chosen qui perdaient des points, des Guerriers Gao qui perdaient des points. Moi, je m'attendais à ce que ça continue, mais pour d'autres unités un peu en dessous, et ben pas du tout. On a Archaon qui perd 40 points. Il aurait pu en perdre. Drak en prend 20 parce qu'ils en avaient marre de l'avoir en corne, mais ils ont compris que leur net suffisait pour pas qu'on la voie en corne. Oui, c'est ça. C'est comme avec Teklis quand ils ont dans le doute. Ok, ouais, c'est ça. Voilà, et donc Archaon perd 40 points, il aurait pu en perdre 130, 200, 300, ça aurait rien changé. Tranquille quand même, hein, c'est un beau bestiau. Hein. Ouais, mais bon, faut faire gaffe, hein. c'est toujours compliqué, le livre est mal écrit autour. Bon, voilà, bon, il perd 40 points. Si Bousin coûte 600 points, bon. Ah, je serais content, hein. Je serais content, mais ça n'arrivera pas. C'est portiche. Hein. Ouais. Donc voilà, quelques baisses en points, et surtout ce qui est important, c'est que maintenant les princes démons voient leur nombre d'attaques modifié. Donc que vous les jouez en H ou en Hellforge, vous aviez 5 attaques, vous passez maintenant à 7, et les maléfiques talons passent de 8 à 12 attaques. Et c'est entre 40 et 50% d'attaques en plus, ce qui est énorme. C'est vrai que souvent, moi le premier, et toi en tant que joueur STD, on se plaignait, parce que moi j'aime bien le prince démon. Moi c'est mon chouchou. Il bouge bien, il tank correctement pour son point, mais il tapait un peu mou, quoi. 5 attaques en 3-3 moins 2-2, c'est sympa, mais là, c'est 7 attaques en 3-3 moins 2-2. Parce que moi, j'ai jamais compris pourquoi, quand on est passé de la V2 à la V3, il avait avant, je crois, il avait 2 profils. Ouais, 4 attaques de hache et 4 attaques de griffe, ça faisait 8 attaques. Et là, on était passé à 5. 4 avec Rennes, 4 sans Rennes. Ouais. Il avait plus un hit en chargeant qu'il a plus. Il avait le strike first en chargeant. Ça, c'était trop bien. Donc, il a perdu pas mal de fight, en fait. C'est un bon body, il bouge bien, il a des bonnes aptitudes avec ses actions héroïques, mais il tapait mou. Là, 7 attaques en 3-3 moins 2-2, il tape fort. C'est ça. J'aime bien pour son coup en point, il tape très. Ouais. Là, vous avez vraiment maintenant la possibilité de jouer plusieurs princes démons qui sont vraiment là pour meuler. Et on rappelle qu'en Slave to Darkness, vous avez un artefact qui n'était jamais joué, qui vous dit que les 6 non modifiés à la blesse font la valeur de dégâts de l'arme en blessure mortelle. Vous aviez 5 attaques, stat, ça ne passait pas. Maintenant, quand vous avez 12 attaques, si vous êtes en 2+, vous allez rouler des 6 à la blesse, vous allez faire des blessures mortelles. Stat 1 ou 2, 6, sur un craquage, t'en fais 3-4, ça peut faire des dingueries. Ouais. Non, il y a des builds à faire, notamment en STD, mais même comme moi je l'avais, un petit prince démon qui traîne en Nurgle ou en Khorne. D'ailleurs, j'ai découvert en fouillant que le prince démon de Khorne, en Blade of Khorne, il peut invoquer. L'invocation, ils ont quasiment enlevé toutes les occurrences de buff avec Khorne, ils ont mis Blade of Khorne, mais pas l'invocation, tu invoques autour d'un héros Khorne. Ah, intéressant. Le prince démon de Khorne en coalition peut invoquer. Donc quand t'as un mec qui bouge super vite, qui tape fort et qui peut invoquer, c'est sympa. Donc, après, l'action héroïque de Khorne, elle est pas folle, ça va être le soigner, je crois. C'est avec les dégâts que tu fais, tu te soignes. Quand tu as des unités, des modèles, tu te soignes. Un PV sympa, mais c'est pas ouf. Non. Et en Orgueil, il est vraiment très bien, et je pense qu'on va le revoir peut-être dans une ou deux listes. Moi, clairement. En Orgueil, il est pas mal. Et en Slanesh, moi, j'ai commencé à le réfléchir parce que une action héroïque, c'est plus une attaque quand tu charges. Et donc, tu te dis, passer de 7 à 8 attaques en 3-3 moins 2-2, ça te fait une pièce qui, chez Slanesh, n'ayant pas de rend, parce que tu as très peu de rend dans Slanesh, une pièce qui a 8 attaques. 8 patates entre 3 moins 2-2, ça commence à être sympa. C'est sympa. Juste dommage qu'il fait pas de dépravation, ce connard, là. Mais tu peux quand même offrir un dé à ton adversaire sur ses saves. Ah, bien sûr. Besoin d'être Slanesh pour ça. Non. Tout à fait. Donc voilà, donc ça c'était pour STD, on est content, on va voir ce que ça va ouvrir, pas de grosses modifications en soi sur les constructions de listes, mais il y a des trucs qui se font. C'est léger, hein. Parce que là on vient quand même de parler de
4 armées qui sont quand même dans le méta très très bien. Blade of Corn, Nurgle étaient très haut dans le méta. Skaven et STD étaient des armées vraiment qui concurrenciaient beaucoup d'armées top méta. Et là, on voit qu'elles ont soit des micro-changements, soit même des ups, en fait, pour 3 d'entre elles. Et comme tu l'as dit avant, malheureusement, les armées un peu en dessous de Tzeentch et Slaanesh, c'est un peu, surtout Slaanesh, Tzeentch, c'est OK tiers. Ouais. C'est débrouillez-vous, en fait. Putain, moi, Slaanesh, là, la seule ligne que j'attendais, c'est que tu puisses générer de la dépravation avec le Forêt Killer au tour adverse, aux 2 tours. Elle arrivait souvent dans les rumeurs, celle-là qui tournait. Mais celle-là, mais il y a juste 4 mots. Moi, je veux que ça, et il y a que dalle. Vraiment, j'ai mon Ah, mais tu vois, il y a une tactique en plus, tout le monde, pas pour Tzeentch, mais pour Slaanesh, une petite tactique. Slaanesh, ça n'aurait pas fait de mal, hein. Que dalle pour ces armées, c'est grave. Et quand j'ai vu les points baisser des archers luminettes, je me suis dit, ah, Slaanesh! Non. Très bien. Du coup, pour finir il y a des trucs pour Tzeentch quand même. Pour le chaos, voilà, on va passer sur Tzeentch. Donc Tzeentch, balai de Sangor, même sauce que les Beasts, vous avez 2 de portée. Je sais pas si ça va ouvrir des match-up corps à corps chez Tzeentch. Pour Bok que ça va ouais, c'est ça. Tzeentch, ils sont pas mauvais les de Sangor. Il y a notamment Rokugan qui le jouait dans le sud. Ouais, exactement. Et sinon, la modification, c'est il y a une nouvelle ligne. Donc, en fait, quand vous allez prendre vos horreurs, vous allez pouvoir choisir les prendre en Brim ou en Blue. Et du coup, elles auront soit elles coûteront 120, soit 80 points. Ce qui c'est déjà possible à faire, mais ça coûtait trop cher. Donc là, ils ont descendu le coût en points d'un pack de 10 Blue, 10 Brim. Personne ne jouera quand même parce que c'est pas ligne et que ça sert à rien. Ça génère pas de points. Anecdotique. Et avec ça, est-ce qu'ils ont eu des baisses en points significatifs? 10 points sur des petits héros, Jadobelis, le Thaumaturge, le 10 de Tzeentch et le Changecaster. Est-ce que ça va changer quelque chose? Ça va pas changer grand-chose, mais c'est des unités pour 2 d'entre elles qui sont quand même, voire 3 qui sont beaucoup jouées. Ça va te permettre peut-être de rentrer un meilleur endless spell dans certains builds. Sachant que Tzeentch, c'est pas mauvais, c'est pas bon, mais c'est pas mauvais. Donc voilà, c'est changement léger. Ça va pas révolutionner Tzeentch, mais ça c'est sûr. Et puis il y a le bataillon, on va peut-être avoir surtout pendant encore peut-être 2-3 semaines, on va peut-être avoir des bataillons, donc ils sont pas contents de Tzeentch de voir des bataillons en face. Oui, c'est un peu frustrant, je pense, entre guillemets, d'avoir beaucoup d'armées qui sont très fortes contre la magie. Eux, ils ont besoin de leur magie pour se mettre en place, et ainsi de suite. Très bien. Alors, continuons. Maintenant, nous allons passer à l'Alliance Order. La grande alliance de l'ordre. On commence par l'armée la plus importante. Et on commence par les plus bons. L'armée adorée par le plus de joueurs sur ce jeu. C'est ça. Et du coup, moi, Stormcast, je me suis dit, c'est bon, c'est parti. Mes évocateurs, ils descendent à 200 points. Ils vont taper sur 2 rangs. J'ai plein de règles en tête, plein de salades pour faire des trucs cool. Et ben, que dalle. On vous dit, les Vanquishers, ils ont une portée de 2 sur leurs épées au lieu de 1. Ah, bon. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Tu les joues par 5, va pouvoir faire taper les 5. Hein. Ouais, mais je crois qu'il tapait déjà. Non, c'est très triste parce qu'il y avait des unités qui auraient besoin de cette règle en Stormcast qui les prennent pas. Les Vanquishers, ils ont une règle un petit peu subtile qui vous dit que quand ils sont plus de 5, donc 6+, vous faites avec le musicien du rallye sur du 5+ au lieu du 6, donc en fait ça vous dit vous les renforcez, donc en fait vous en aviez 10 et il y en avait 5 qui tapaient pas, 4, vous en mettiez 6 devant. Aujourd'hui, vous pouvez faire taper, mais c'est de la merde, quoi. Après, t'as une baisse en points significative. Ouais. T'as la 7e baisse en points de Kondis et Karazai. Hein. Ouais, ça y est. Attention, on est presque à 500 points. On est à 500 pour Kondis. 10. Et l'autre 510. 700, non? Ah putain, ils sont pas. C'est parti de loin. Ouais. C'est toujours des belles pièces. Ils sont pas mauvais. On les voyait dans certains builds. Et l'armée de renom, il y a peut-être moyen de rentrer un dragon de plus. J'ai pas fait les calculs. Bon, je suis pas sûr. Pas sûr non plus. Mais bon, écoute, toujours ça de prix. C'est ça. On nous a vendu Karazai, en effet, Kondis, ils perdent 20 points. Le Lord Relictor, alors lui, je sais pas ce qui se passe, mais ils veulent en vendre. Hein. Le Lord Relictor, il a commencé, il valait 180 points. Tu peux l'acheter? Ouais, maintenant ils le vendent seul, ouais. D'accord, okay. Non, c'est un bundle avec 3 héros, mais ça se trouve. Ah, c'est pour ça, hein. Ça baisse. Ouais. Du coup, ça valait 180 points pour un prêtre qui lance une prière à 2+. Hein. C'est fort quand même. Après, il était quand même dans toutes les listes. Hein, donc, ouais. Et du coup, là, 120 points. Vendus, mais alors là, il a pas eu 10 points, mais t'as envie de dire, mais mettez-le à 100 points, ce mec là, c'est bon, on s'en branle de sa vie. Sachant qu'on sait qu'il va avoir un nouveau kit pour la V4, donc arrêtez de nous casser les couilles. Par contre, les Questers Soulsworn, qui sont une très bonne unité en Stormcast,
qui perdent 20 points, donc c'est toujours bien. Ça se réfléchit un peu en allié, parce qu'ils ont la règle de pouvoir FEP une fois par partie si ils veulent. Et ils comptent pour 3 sur les objectifs. Ils ont un bon profil, 3 attaques, 3-3, moins 1-2. Donc, cher, mais effectivement, ça baisse un peu. Et nous avons le Drake Swarm Templar, donc c'est le Star Drake avec une save à 4, qui lui perd 20 points. Il reste toujours mauvais. Par contre, c'est vrai qu'on m'a ouvert les yeux sur une des règles qu'il avait que j'avais jamais fait gaffe. C'est que si vous jouez avec la masse tempête, la masse tempête dit que les unités à 3 pas de lui ne peuvent peeling que de 1 pas. Donc, éventuellement, vous pouvez, dans une construction particulière, le faire charger en coin, bloquer des unités, même s'il a que 18 PV en save à 4. S'il n'y a qu'une unité qui vous frappe dessus, ça peut mettre du temps à tomber, quoi. Voilà. Ouais, et puis avec les autres dragons, dans un build avec des dragons qui enlèvent une attaque, Ionis ou autre, un peu anéantir une Death Star. Non, il y a des choses, en ce cas, c'est des choses à faire. Il y a des listes qui tournent actuellement, surtout basées sur Ionis et des BM de zone, avec soit les comètes, soit les bannières, soit les archers, mais bon, ça va pas révolutionner Stormcast. C'est pas la fac qui révolutionne Stormcast, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. On arrive à son gros changement. Ouais. Un des plus gros changements. Déjà, on va faire un petit point sur Luminette. Luminette, vous avez une baisse en points sur Teclis et les archers. À part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. Faire un point sur Sylvanette aussi, qui a eu aucun autre changement. Ouais, Sylvanette. Baisse en points sur 3 unités. C'est ça, qui a été joué, mais ça va rien changer à votre vie parce que vous pouvez rien rentrer de plus. Après, tu vas rentrer une unité de plus, peut-être de petits spirites revenants. Ouais, rien de foufou. Daughter of Kain, on vous chie dessus, on vous baisse 20 points sur Moratti, maintenant cassez-vous. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'order qu'on a oublié? Il n'y a pas grand-chose d'autre. Caradron. Ah oui, Caradron qui se fait casser la gueule. Caradron qui prend une up. Je pense Caradron, que les ça perd énormément ouais, ils ont pris 120 points minimum par l'issue. Ça perd énormément aux USA, c'est bon. C'est une armée qui fait des belles stats. Je crois que dans la plupart des sites de statistiques, c'est l'armée qui est la plus haute depuis le début de la V3. C'est une armée qui est très dure à affronter quand tu connais pas, donc ça fait des gros scores contre les débutants. Et c'est pas mauvais à niveau compétitif, donc ça fait des scores corrects, même en milieu très compétitif. Donc c'est vrai qu'en termes de stats, c'est impressionnant Caradron, donc il continue de taper dessus. Là, tout le monde prend 10 points, quoi. Donc, ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Et donc là, nous allons arriver maintenant au top de l'order. Donc, qui fait peur chez l'order? Et ben, pour commencer, nous avons les Séraphons, la magie, le piou-piou, le croac bombe, qui prend un bon nerf. C'est intelligent, beaucoup de gens le réclamaient. Ouais, c'est évident. Ouais. Ça allait venir. Donc, le trait de co qui vous disait qu'à chaque fois que vous faisiez une lancement de sort ou une dissipation, vous générez 2 points cosmiques. Donc, les points d'invoque, maintenant, c'est une fois par phase. Ouais, sachant que un Slan lance 3 sorts. Si tu joues en deuxième, il en lance 4. Si jamais tu construis une liste où tu joues les cogs, ça te permet d'en lancer un 5e. Cogs que tu dispellais au tour adverse. Enfin voilà, tu avais moyen potentiellement avec un Slan de générer entre 8 et 10 points, voire 12, voire 14 par round si tu faisais des dissipations. Là, ça va bien être réduit. C'est pas énorme comme réduction. Tu as toujours le premier qui t'en donne 2. Mais c'est quand même bien réduit. Tu perds entre 2 et 5, 6 points d'invoque par round en fonction de ton bid et de si tu joues en deuxième et de si l'adversaire lance des sorts. Donc c'est vraiment pas anecdotique. C'est un bon nerf. C'est un bon nerf qui est bienvenu, parce qu'en fait, vous allez retarder l'accumulation de points qui fait que vous allez moins invoquer facilement ou moins faire vos BM, donc permettre à votre adversaire de jouer, entre guillemets, un tour de plus, ce qui était un peu le côté frustrant, des fois, de pouvoir se prendre un T1 par Séraphon. Et c'est accompagné de 30 points sur Croag, 20 points sur la Speed, 20 poinns sur le Slan, 10 points sur le Starseer. Donc dans ta liste, tu vas devoir enlever soit l'impact de Diraptadon qui va passer à 5, soit enlever un sorcier, en fait, de pouvoir reperdre des points d'invoque. Donc vraiment, ça fait mal. C'était mérité, mais ça fait très mal. Oui, parce que du coup, vous allez avoir moins de présence sur table, donc vous êtes plus vulnérable à une alpha, moins de bodyguard, moins de saloperies à mettre devant, de croco, ce que vous voulez. Donc ça va faire, je pense, vraiment réfléchir les Séraphons sur la construction de ligne. Je ne pense pas que le bataillon anti-magie va leur faire peur, entre guillemets, mais voilà, c'est des outils qui se rajoutent les uns par-dessus les autres et qui freinent en fait un peu Séraphon sur leur puissance excessive, on va dire, et qui va mettre aussi en lumière la deuxième sous-faction, donc celle de Coalescence.
Qui est déjà très très bien actuellement et qui continue de se faire up petit à petit. C'est ça. Et qui va repasser devant dans plein de match-up. Ah oui, parce que là, vous avez du coup maintenant les Croxigore qui vont passer de 4 à 5 points de vie. Donc ça peut sembler anecdotique, mais ça ne l'est pas. Car vous comptez sur les objectifs, ouais, exactement. Pour 2, et ça te rajoute 25% de létal de tankiness, ce qui est énorme. Enfin, c'est beaucoup, quoi. Et en plus de ça, il y a la baisse de points qui accompagne. Baisse de points, du Carnosaur, de quelques petites unités satellites qu'on verra pas souvent, mais surtout le Carnosaur qui rebaisse un peu. Le Stegadon. Donc non, c'est Coalescent continue de remonter. Sans que Coalescent, c'est pas déconnant du tout. Hein. Il y a 1 ou 2 joueurs en France, notamment celui que j'ai affronté à la finale, Garadon, qui ne jure que par ça, et je pense qu'ils vont continuer. Et il y a des gros joueurs là qui sont en train vraiment de regarder Coalescent. Donc ouais, on va peut-être voir du dinosaure. Oui, c'est vrai que ça va faire plaisir parce que les Croxigore, c'est magnifique. Vraiment. Ah, les nouvelles, elles sont magnifiques et c'est très triste de ne pas en voir du tout. Et là, d'avoir et même pour, je pense, les joueurs, entre guillemets, de se dire, je suis autant compétitif d'un côté que de l'autre. Ouais, ça équilibre bien, là. Hein. C'est chouette. Vraiment, il va falloir faire un choix parce qu'il y a des match-ups qui sont mieux en Starborn, autant Coalescent, alors qu'avant, c'est juste Starborn était tellement con que c'était mieux tout le temps. Donc, c'est ça. Ah, ouais, non, c'est super. Franchement, très content de cet équilibrage interne de Seraphon. Et juste Starborn va se prendre. Ça, on va encore en voir des Starborn. Hein. Bien sûr, mais parce que quand même ça reste fort et on souhaite que ça soit fort, entre guillemets. Je veux dire, quand vous jouez un BT, on veut que notre BT, les règles fonctionnent et on veut pas que Games casse les jambes au BT. Là, ce n'est pas le cas. Vous avez une réduction de votre capacité, moins de figurines sur table, mais par contre, on vous donne d'autres choses et je trouve ça bien, vraiment, ça fait plaisir. Non, c'est chouette. Donc voilà, c'est le nerf un des nerfs que tout le monde attendait, Seraphon. Oui. Et puis si les joueurs le savaient, tu vois, ce trait de cours, on le savait que ça allait être changé. On l'espérait. Il y a d'autres choses qu'on savait mais qui n'ont pas été changées. C'est ça. Donc parfois on sait, mais on sait que quand c'est écrit. Hein. Ouais, exactement. City of Sigmar, qu'est-ce qu'on sait aussi? On sait que c'était un peu fort. Eh ben, City of Sigmar, c'est fort, en effet. Le LVO nous a révélé la puissance des chars à vapeur, la puissance sur toutes ces connards de Command Corp. Donc, qui ont déjà été nerfs, on l'a vu par les Core Rules, qui empêchent le médecin de soigner plusieurs fois la même unité. Ils prennent 20 points, ils passent à 200 points maintenant. Ils prennent 20, 30 ou 30 passent à 200 points. 170, je crois. Ouais, à 200. C'est un bon nerf, hein. Ça veut dire que tu peux plus difficilement en rentrer 2 parce que ça va plus passer. T'en verras quand même 2, je pense, dans certaines listes. En plus, tu as eu des augmentations en points à gauche, à droite, mais tu as eu surtout un énorme nerf sur le Warforger, qui était le petit sorcier qui disait je caste à 3d6 plus 1 en Allowers, et si je passe mon sort, tous mes humains font des 6 en plus, enfin des BM en plus sur des 6 à la touche. Oui. Ils ont dit ça marche plus qu'au CAC. Donc les fusillés sont, je vais pas dire morts, mais les fusillés prennent un tarif exceptionnel quand même avec ce nerf. Tout à fait. En fait, en nerfant cette capacité de blessure mortelle en addition sur les 6 à la touche, aujourd'hui, quand vous prenez les fusillés, en fait, ils vont juste rentrer dans la salade des archers au même point. C'est-à-dire que vous allez payer 170, vos archers. Hein. Pas tant que ça, parce qu'en fait, tu as quand même des archers, 170 points pour des archers qui sont en 4-4, Reine -1, dégâts 1, qui passent facilement avec un ordre en 3-3, -1, mais surtout qui sont éthérés au tir et qui tirent très loin. Ça te coûte un trait de Ouais, ça te coûte un trait de Il y a un artefact pour que ça tire très très loin et une injonction. Enfin, ça va. Et oui, ça rentre à peu près, effectivement, avec les synergies du BT, le contre-tir. Potentiellement, ça rentre, alors qu'avant, avec ce sort, ils étaient tellement au-dessus de tous les archers qui existaient. C'est ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est un nerf pour le BT, pour le tir, mais en fait, il va juste se rééquilibrer avec tous les autres archers, les archers Slanesh, les archers Doc, les archers Luminette, et ainsi de suite, les archers Stormcast. Ah non, ils sont vraiment trop nuls, parce qu'on parle de 200 points. Ça nerf un peu moins les tanks, qui bénéficient quand même pas mal de CBM sur du 6, même si c'est nécessaire pour eux, parce qu'ils ont plus de rend et un peu moins de tir. Eux, par contre, ils ont pris cher en points. Oui. La liste du LVO, elle passe plus, tu dois limite cut un tank. Ah, la liste du LVO, moi je l'avais mis sur mon application, elle passe à 2200, il faut virer plus d'un tank. Ouais. Virer une commande corps, faut rechanger un peu les héros. Ou virer un tank, ce qui fait très très mal, hein, parce que quand tu as 5 tanks en virer un, c'est 20% de létalité en moins. Ouais, complètement. À savoir que KOS, avec tout ceci,
à noter qu'ils ont quand même perdu en points, et je trouve ça vachement bien, sur Talia, qui est une pièce magnifique, et elle a perdu 40 points. Attends, il est où la grille, là? Elle a perdu 40 points. Le problème, c'est que son habilité, et ils l'ont confirmé dans la fac, Oui. est nulle. Parce qu'il faut que elle et l'unité qu'elle rallie soient toutes les deux engagées. C'est excessivement situationnel. Ça peut être Game Breaker, hein, mais c'est très situationnel. Tout à fait. Mais voilà, ça reste une belle pièce pour 300 points. Elle commence, en fait, elle est équilibrée maintenant avec le Marshall sur Griffon. C'est juste mieux, en fait, avant. Oui, complètement. Avec l'artefact qui fait qu'il avait plus de reines et de dégâts, je crois. Quand plus un reine, plus un dégât de base, c'est l'artefact. Elle n'était pas compétitive face à lui. Là, bon, ça se réfléchit maintenant. Et il faut aussi que vous allez, ce n'est pas noté, ouvrir le manuel pour savoir que maintenant, quand vous voulez utiliser la capacité pour disrupter des ordres avec l'assassin, vous n'avez le droit de le faire qu'une seule fois par phase, même si vous avez 2 mecs. Par ordre. Et en fait, en vrai, la fac, elle change rien, on le jouait déjà comme ça. En fait, c'est juste que je pense que certains avaient essayé de négocier que, en fait, c'était chaque command corps qui ne pouvait disrupt qu'une seule fois un ordre. Et du coup, si j'ai 2 commandes corps, je peux essayer de disrupt 2 fois un ordre. Mais en vrai, j'ai jamais vu quelqu'un essayer de négocier ça parce que c'était déjà écrit. Donc, en fait, la fac change rien. Voilà, mais au moins on clarifie pour ça. Ouais. Mais donc, le disrupt d'ordre est quand même super fort toujours. Il a pas été changé, toujours du 4+, sur toute la map sans ligne de, ligne de vue uniquement, mais pas de portée. Donc la command corps, on en verra toujours une dans toutes les listes. 2, ça va être plus dur. Ça se réfléchit un peu en allié. Par contre, les cavaliers n'ont pas été changés, les marshals non plus, et ils sont vraiment très très bons. Donc on va avoir des listes peut-être plus hybrides, peut-être plus cavalerie, et ça va être bien, parce que le BT est vraiment profond et intéressant. Oui, complètement. Moi, honnêtement, j'ai toujours pas affronté de COS, j'ai hâte d'en voir en tournoi, j'ai hâte de voir les joueurs ce qu'ils vont pouvoir en faire. Sortir de la liste qui sont sortis, le full comment ça s'appelle, Piu Piu tir qui maintenant est nerf, et les chars à vapeur, même si je les kiffais, hein, j'ai toujours pas pu les jouer, mais voilà. Il y a un autre changement et qui est aussi très impactant, notamment sur les tables, on va dire à la française, mais ce n'est pas les seuls à le faire, qui sont full infranchissables, c'est que les hunters, là, les humains avec les chiens, il y a une plus un de reine quand ils étaient à couvert. Maintenant, c'est quand toutes les figurines sont within 1 d'un décor. Donc, tu vas pouvoir frotter les murs, comme on dit, à 40 000. Sachant et avoir ton plus un reine, ils ont baissé en points en plus. Donc, ils ont baissé en points? Il me semble, non? Ils ont pas perdu 10 points? Ah, si, ils ont perdu 10 points. T'as raison, j'avais pas vu. Ah, ils sont bien, eux. Hein. Ils sont vraiment très bien. Ils sont chers en euros. Ils sont bien. Ouais, non, ça commence à être une armée. Honnêtement, j'ai hâte vraiment de voir les joueurs bricoler, construire autour. Le seul petit truc, c'est que j'espère pour eux que la V4 va pas casser, quoi. Parce que quand t'as un BT court... Voilà. Donc ça, c'était COS. Nerf de COS, c'était nécessaire. Merci à eux. Ciao, au revoir. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais. Ah oui, beaucoup de choses. Mais ils ont nerf le truc complètement con, du full tank ou full fusilier, qui était, si tu passes ton sort, vaporisation. Ah, mais de toute façon, tu multipliais tes dégâts si tu réussissais ton sort, mais ça n'avait aucun sens. Ouais, aucun sens. Aucun sens. Idonet. On parlait de lui aussi depuis le dernier Battle Scroll, qui leur a dit: bon, les requins, c'est nul. On va vous dire que dans la bonne sous-faction, vous avez des 6 explosifs, ce qui correspond à 25% d'augmentation de dégâts en termes de stats, ce qui est énorme. Hein. C'est beaucoup. Ils reviennent un peu en arrière. Ouais. Ils se sont dit 25% c'est trop. Donc au lieu de mettre des 6 explosifs, ils vont mettre comme les Night Taunt, des 6 qui blessent auto. Donc t'as pas besoin de faire ta blesse. Ce qui est un peu moins bien. Tu perds, en gros, tu passes de 125% de dégâts par rapport à avant à, je crois, un truc genre 112 ou 115. C'est une petite baisse. C'est entre les deux. C'est mieux qu'avant, évidemment. C'est moins bien que le 6 Explo. C'est bien. Ça va redescendre un peu l'armée, mais moi, ça va pas être jouable. Je trouve ça bien, parce qu'en fait, j'avais vraiment peur qu'ils disent « Ok, requin, c'est mort, 10 points par requin, boum, tu rentres plus rien. » Ou alors, ils retirent la règle et tout. Ils ont fait quelque chose d'intelligent, où ils ont laissé quelque chose de fonctionnel en diminuant. Donc, si vous avez votre liste qui rentrait avec vos 9 requins, votre tortue et votre lotane, vous avez rien besoin de changer, ça rentre toujours. C'est juste que c'est moins oppressant pour votre adversaire. On a vraiment appris aujourd'hui à jouer contre, on se rend compte un peu des faiblesses des requins et tout. C'est pas si Jésus, j'arrive, je défonce tout, j'ouvre la mer en deux. Donc non, je trouve ça intelligent, vraiment, je trouve ça intelligent. Et pour accompagner cette modification, vous avez du coup le hub de l'Eidolon qui fait que son sort passe de 12 à 18 de portée, et ce n'est plus des 3 ennemis, c'est 3 ennemis, mais vous n'avez pas le droit de choisir 3 fois le même. Donc
Ça marche qu'en Intéressant. mêlée, malheureusement. Donc, c'est quand Ouais. tes requins ou tes autres unités vont arriver en mêlée, ils vont pouvoir taper sur 3 unités en moins un save. Complètement. C'est un très bon sort, hein, en vrai, Ah mais ouais. bon, cher. Ça règle, il paye beaucoup pour avoir une reroll qui est pas top dans la méta actuellement, d'avoir une reroll. Non. Donc, on voit pas trop en ce moment les dolons, mais voilà, c'est un super sort, hein, quand même. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et il y a une petite modification sur l'écriture de la capacité des Namarti. Alors, en vrai, elle est impactante. Parce que c'est chiant, en fait, si t'engages 2 unités, Ouais. t'as un PV, une K3 PV, tu vas devoir te mettre soit en plus un attaque, soit en plus un dégât, et tu pourras taper que sur l'unité qui a soit un PV, soit plus de 3. Donc en vrai, c'est un nerf, mais c'était nécessaire parce que l'aptitude ne fonctionnait pas avant, en fait. C'est Dans comme l'écriture, ouais. les moins une attaque de Cron discardé, ils les ont changés, c'est pas pour nerf, c'est juste qu'en fait, ça ne fonctionnait pas. Donc c'était nécessaire. Même si personne n'en s'en était jamais préoccupé, c'était nécessaire, et c'est un petit nerf d'étral, intrinsèquement. Mais on est content de ces réécritures qui sont assainies, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Passons ensuite à Fire Slayer. Donc Fire Slayer, je n'arrive pas à me projeter sur la capacité de ces règles. J'imagine que ça va ouvrir beaucoup de choses. On vous dit que les Vulkid Berserker, avec leurs armes, quelle que soit l'arme sans branle, avec les pics ou les blades, passent en portée 2. Donc vous allez pouvoir jouer des packs de 30 facilement. Ouais, c'est bien, surtout qu'il y a beaucoup de baisses en points. On va pas faire toutes les unités, mais Fire Slayer a une dizaine d'unités qui perdent, sachant qu'elle a pas beaucoup plus qu'une dizaine d'unités qui perdent entre 10 et 20 points. Donc c'est vraiment très bien. C'est vraiment à regarder, Fire Slayer, parce que c'est en retrait dans la méta, mais il y a notamment l'armée de renom qui peut faire des blagues. Ce changement-là, plus les baisses en points, peut vraiment... Et la tactique, mine de rien. Fire Slayer a déjà des tactiques ok. L'armée de renom a des tactiques très bien. Avec la tactique au plus du Nullstone, parce que les Fire Slayer n'ont pas de sorcier, bah, ça fait que tu as une armée qui est vraiment très fiable aux tactiques, qui est solide sur les objets, qui manquait peut-être un peu de punch, et bah là, avec les baisses en points, tu vas rentrer une unité en plus, et avec cette range 2, bah, tu vas taper avec 5-6 nains de plus à chaque phase, peut-être. Vraiment, il y a des choses à tester en First Slayer. Il y a beaucoup de gens qui sont dessus actuellement. Je les embrasse, ils sont fous parfois même, mais bon, voilà. Donc non, Fire Slayer à avoir au coin de la tête. Ils peuvent bénéficier du bataillon potentiellement, même s'ils ont déjà l'icône là qui fait une immune à 4+. Mais s'ils veulent jouer 100 dans l'armée de renom par exemple, complètement. bataillon dans l'armée de renom. Donc il y a des choses à faire. Mettre des packs en immune à 5 au sort, c'est sympa. Donc oui, à voir. Non. En tout cas, c'est bienvenu, c'est le genre de changement qu'on souhaite à plus d'unités, entre guillemets, pouvoir permettre de taper au corps à corps. Sans plus on a une capacité de frapper au corps à corps, moins on aura de tir, hein, c'est mathématique. Ouais, après le tir est toujours important dans une méta pour équilibrer, mais là quand il prend trop de place, il faut lui dire stop. Donc là il nerf un peu le tir, on l'a vu Caradron, on a vu Gonnet, on a vu Kos, Séraphon, on peut dire que c'est du tir. C'est une certaine forme, ouais. Donc il nerf un peu tout ça, il up un peu le clac, c'est bien, il cherche l'équilibre qui est impossible à obtenir, mais voilà, il tape un peu des deux côtés. Tout à fait. Bon changement. En effet. Alors maintenant, nous allons passer chez la Grande Alliance de la Mort. Alors moi, le premier truc qui m'a fait rire quand j'ai regardé les coups en points, c'est que je m'étais jamais rendu compte, mais en fait, si tu jouais Nagash dans un BT, il fallait que tu prennes le coup en point du BT. Donc tu avais des Nagash qui... Bah, en vrai, non, techniquement, tu devrais prendre le coup en point du dernier BT qui était sorti. Oui. Et donc c'était BT Osiar qui était sorti avec un coup en point qui datait d'il y a 6 mois et qui était pas à jour avec la dernière fac en fait. En fait, le BT pas Osiar fake avait annulé le dernier up de Nagash. C'est complètement cool. Là, voilà, t'as un Battle Scroll qui met Nagash au même coup en point pour tout le monde, un peu en dessous, donc c'est chouette, parce que Nagash était un peu trop cher. Ce sera toujours compliqué à sortir en 2000, mais il y a toujours des listes qui peuvent tourner avec. Oui, tout à fait. Donc, nous allons rentrer maintenant, après la baisse en point de Nagash dans les Nighttones. Donc, les Nighttones, les Blade Guess, les Zaridan et les Grace Stalker passent en portée 2. Beaucoup de gens demandaient ça depuis longtemps. Et enfin, parce que Nightdawn, t'as vu son heure de gloire à la saison d'avant avec le bataillon où il tapait sur 2 rangs, les full Blade Guess qui te mettaient les BM d'impact puis tapaient tous. Et à la fin de la saison, il y a eu d'autres changements aussi, mais à la fin de la saison, bah, c'était injouable. Les Blade Guest, vraiment, t'en faisais taper 5. C'était la PLS. Et voilà, range 2, c'est vraiment bien. Donc l'armée a encore des problèmes intrinsèques, mais Séraphon, ils aimaient pas. Donc Séraphon disparaît un peu. Il y a beaucoup d'armées qui vont close, qui vont arriver là, avec de la grosse reine et des gros dégâts 2. Bah, eux, ils adorent ça, hein, annuler la reine et faire moins un dégât.
Et puis Donc ça a plus c'est la une portée armée 2, qui fait des tactiques parce que vous avez de la très faible bien. pour faire les coins, vous avez les tactiques du BT qui sont bien, Un cast automatique. un sort persistant. Donc non, franchement, alors Ouais, il l'armée y a des choses à tester. a des Et gros l'armée a des gros problèmes. défauts. Oui, a L'armée des a des gros gros défauts. défauts, des gros problèmes intrinsèques actuellement. Mais comme tu as dit, elle fait bien les tactiques. La létalité, ça revient. Elle peut contrer, là, tu vois, contre un Sob. Sob, t'es pas content de jouer contre Nightone. C'est pas un Non, match-up facile. On va le voir, Iron Joe est un petit peu up. Il y a des Iron Joe, il y a des STD. Ben, ça, Nightone, il Mm, adore. Donc, complètement. il y a peut-être un monde où un Nightone va se glisser à gauche à droite dans des tournois. Oui, moi je pense que ça peut se réfléchir en tout cas. La prochaine armée du coup qui a subi de modifications, ce sont les Ossiarch Bone Reaper. Donc déjà, il faut savoir qu'Ossiarch, ils vont prendre, vous allez le voir, des coups en point, ça monte, hein, quasiment tout C'est monte. léger, mais ça fait chier parce que les listes tournaient à 2000 et Ouais. quand t'as que 6 unités dans ta liste et qu'elles passent à 2010, bah c'est la merde. Donc les Faut Morghast et réécrire les tes listes. Immortis qui prennent 10 points. Et à côté, vous avez Arcavalos Xanthos, Mortex Crawler qui perd 10 points. Et Master of the Bone Tile, avec Mortian là, qui perd 20 points. Donc ça ne va pas rééquilibrer les points que prennent les unités à côté, quoi. Ce qui est marrant, c'est que les Immortis prennent 10 points et le régiment de renom qui est sorti il y a 2 semaines, lui prend pas de points alors qu'il y en a 6 dedans et qui était déjà sous-costé de ouf. Mm. Donc, je trouve que c'est très rigolo. Quand même. Ah, Le delta est encore plus énorme avec le vrai coup en points. c'est ça. Mais bon, après, normalement, les régiments de renom, c'est quand même fait pour avoir une petite réduction de points. Parce que si Ouais, mais là, elle est pas petite. Hein. On commence à être sur du 30% de réduction. Là, c'est les soldes. Hein. c'est pas mal. Et donc, Ossiarch qui a un gros nerf. Enfin, gros nerf. Je sais pas si c'est On va nuancer. Changement, une Nulmériade, balance. et surtout en équipe, mais même en solo, omniprésent chez Nulmériade, qui disait si t'es entièrement à 12 d'un héros sur du 2 À plus, dans 9. les sorts, à 9. Ah oui, 12 c'est la ward, ouais. Bah là, ça passe sur du 4 plus, mais t'as plus besoin de héros. Ouais. C'est moins bien, mais c'est un peu mieux. Mais t'as plus Sérafon. Du coup, les gens vont se dire, bah, ça sert à rien, et je vais jouer les autres sous-factions qui sont exceptionnelles fortes aussi. et que personne ne jouerait. Thorien, la contre-charge et les BM potentiellement mourants qui sont des super sous allégeance. Donc c'est bien. On va avoir d'autres gameplays que Nulmériade qui en vrai servaient à rien dans 80% des match-ups. Bah, ça va peut-être faire du bien indirectement à Ossiarch. Donc ça va rester une très bonne armée. Oui, sur ça, j'en ai pas peur. Le changement de Numériade est vraiment intéressant. Moi, honnêtement, j'en ai pas mal parlé à quelques joueurs et je leur disais, mais putain, mais pourquoi vous faites chier à jouer? Mais oui, parce qu'en fait, t'as pas deux armées qui font comme une Numériade. Donc, même en tournoi, le Numériade, il tapait jamais. Cornes, en fait, t'avais une Numériade et cornes que tu voulais envoyer sur Sérafon et ouais, mais voilà, et puis bon, ça n'arrivait pas. Et en fait, t'as tellement mieux à côté que... Qu'esquiver de Blizzard, hein, que beaucoup de gens jouent, de rien. C'est ça. Ouais. Mais pas tant que ça, parce qu'en fait, entièrement à 9, quand ton unité a la chargée, c'est difficile que ton héros reste entièrement à 9 et... Ouais, mais t'avais Arcane qui suivait, ou t'avais... Non, on est d'accord. Et non, par contre, ce que je trouve absolument aberrant, c'est que là, ils nerfent une myriade en passant à 4+, et il y a 2-3 semaines, je sais plus, ils ont sorti le régiment de renom qui est encore à 2+, et qui est censé être le Nulmériade exporté. Donc on voit bien qu'il y a de la communication, tu vois, entre ceux qui sortent le régiment de renom, ceux qui travaillent sur le bateau. Ça travaille dur, hein. Ça bosse sec. Ouais. Ah, je trouve ça très bizarre. Ouais, c'est sûr. Ensuite, Soulblight. Donc, Soulblight, ils vont avoir une modification sur Battle Tactique qui leur demandait de faire la même chose qu'avant, sauf que là, maintenant, ils vont devoir tuer une figurine, un modèle avant de finir le tour, et du coup, bah, ça pose, entre guillemets, des soucis un peu, hein, parce que quand vous faisiez ça avec des loups ou des petites felbêtes qui ne tuent rien, bah, là, il va falloir tuer une petite unité. C'est pas un nerf énorme. Quand t'avais des zombies tirés de l'espace et que t'en avais deux qui tapaient dans un gros truc et qui faisaient une tactique auto, bah là, c'est plus auto. C'est un petit nerf. Soulblight va s'en remettre à n'en point douter. Même si Soulblight était un peu en perte de vitesse, ça reste un excellent BT. T'as des changements de coups en points, surtout sur les gros. Bordry 30 points. Les Blood Knight 20 points. Donc ça commence à se réfléchir. Le Dragon Zombie 10 points. Alors est-ce que l'armée de Full Vampire va bénéficier de modifications de coups en points? Je sais pas s'ils l'ont fait pour ça. Il y a des choses à faire. Il y avait déjà des builds qui tournaient avec des gros. Tu vas rentrer un petit truc en plus. C'est sympa. Ça va changer un peu du gameplay full zombie qu'on verra encore parce qu'il est encore très intéressant. Mais voilà, petit léger nerf Soulblight, c'est pas catastrophique.
Non, exactement. Ensuite, on va pouvoir passer du coup à la destruction, donc la dernière allégeance, l'allégeance des grands et des gros. Donc les Oruk Warclan, on va commencer déjà par une modification positive des 2 tactiques de bataille qui leur avaient été offertes, qui maintenant sont encadrées aux mots-clés de votre seigneur de guerre. Donc si votre seigneur de guerre est un Cruel Boy, vous préférez Cruel Boy. Si votre seigneur de guerre est un Iron Joe, vous préférez l'Iron Joe. Donc ça y est, Ça ne c'est change fini. que en Bigwag. Voilà. Et ça change aussi ce que j'ai fait. J'ai fait une partie avec, j'ai eu le temps. Quand tu jouais Iron Joe et que tu prenais le régiment de renom Cruel Boys, tu pouvais faire la tactique Cruel Boys. Tu ne peux plus. Et c'est très bien. Ça fait qu'en Bigwag, si tu vas devoir choisir à la construction de ta liste laquelle tu veux faire, je pense que la plupart du temps, tu prendras la Cruel Boys parce que l'autre tactique qui est encadrée par le général Cruel Boys, qui est de faire 10 dégâts, est très très bien aussi. Donc tu vas vouloir avoir un Cruel Boys général, ce qui est déjà le cas dans la plupart des listes. Pas toutes, remarque. Peut-être que ça va changer un peu les listes Bigwag qui jouaient le sorcier en général. Mais moi, j'aimais pas faire ça. Donc non, c'était évident comme changement. Bigwag avait 3 tactiques auto. Elle en a plus que 2. Mais elle en a encore une ou deux qui sont très faciles à côté. Elle fait très bien les génériques. Donc Bigwag va s'en remettre très très bien. Complètement. Et Bigwag a un autre changement en direct. Avec un changement sur les Mugrunta. Exactement. Donc les Qui en plus d'être... Mugrunta sont l'unité dont je vais juste rappeler qui est arrivée avec le bouquin là, qui vous a du coup modifié les orques noirs et rajouté donc l'armée de renom du Schnaps là, parce que tout était mal écrit. Donc là, ils ont décidé de réécrire une règle importante. C'est vraiment big. Pour le rappeler, les Mugrunta, il y en a 3. Il y a le héros, le clodo et une intermédiaire. Elles ont toutes la même mécanique, elles n'ont pas de tableau dégressif, mais elles ont un momentum, c'est-à-dire plus tu cours, plus tu charges, plus tu es rapide et plus tu tapes fort et tu cours vite. C'est un diesel. C'est un diesel, exactement. Tu as un score de 1 à 6, tu commences à 1, tu peux jamais dépasser 6, tu peux jamais être en dessous de 1. À chaque fois que tu cours ou tu charges, tu lances un des 3 et tu ajoutes à ton score. Le problème, c'est qu'avant, tu perdais 1 à la fin de chaque tour. Donc, imaginons que tu jouais en premier, tu avais 1 de momentum, tu courais sur place parce que tu étais trop loin de l'ennemi, tu montais à 4 parce que tu chattais, tu faisais 3 sur ton D3, super. À la fin de ton tour, tu n'étais plus qu'à 3. Ton adversaire jouait, tu n'étais plus qu'à 2. Si jamais tu n'avais pas une T2 qui te double tour, à la fin de ton tour, tu n'étais plus qu'à 1. Donc tu commençais ton T2, tu étais à 1. Et c'était super. Sachant qu'il faut être à 4 pour avoir course et charge. Donc si tu es à 1, tu peux pas courir parce que tu as juste une chance sur 3 d'avoir course et charge. Donc tu as 2 chances sur 3 de pas pouvoir charger derrière. Donc tu pouvais pas te le permettre. Et en plus, tu as les actions de monstre qui sont nécessaires, enfin très fortes, qui nécessitent d'avoir un haut momentum. Donc tu pouvais rarement les faire, elles étaient pas fiables. Donc là, ils ont changé, ils ont dit maintenant tu perds 1 à la fin de chaque round. Donc, on reprend la même situation, tu fais ton as, tu commences à 1, tu fais ton D3, tu chopes 3, donc tu es à 4. À la fin du round 1, tu es à 3. Et même si tu joues en deuxième, tu commenceras ton tour en étant à 3. Et c'est exceptionnel parce que ça veut dire que ta course est charge automatique. Et même si tu fais que 1, bah, tu es à 4. Tu charges, tu es à 5. Donc tu arrives au close, tu es à 5. Alors qu'avant, tu arrivais au close, tu étais à 2. Donc c'est une réécriture de la règle qui va vraiment changer complètement l'usage de cette unité qui avait été éclipsée parce que les mecs qui avaient écrit la règle une fois de plus, mais ils étaient sous crack, c'est pas possible. Alors si t'as pas de chance et que tu fais 1 au round 1, ça changera rien. Tu seras à 1 quand même en commençant T2. Mais voilà, ça fait que sur un tout petit peu de chance, ou même tu seras à 2 ou tu seras à 3. Et c'est vraiment énorme comme chance. Ça a fiabilisé ton action de monstre qui, sur le Tusk Boss, permet de recharger, donc de passer à 6. Et quand tu es à 6, tu tapes comme un sourd en fait. Non, moins 3, vraiment, tu des dégâts D3 plus c'est très très bien. Et en plus de ça, vous allez avoir une douche de points. Donc, le nouveau Hardboil, c'est le petit héros à pied qui permet de faire du rallye sur du 5+, sur les orques noirs, perd 10 points. Honnêtement, ça se prend. Ça, il est nul, il sera toujours nul. Voilà. Mais il est accompagné des Oruk Hardboy qui, eux, coûtaient 220. On avait le sentiment que ça allait pouvoir passer à 180 comme les... 180, ça aurait été Noël. Les, comment ça s'appelle les Warriors du Chaos. 200. Honnêtement, 200. C'est bien. Ils sont bien pricés. C'est une bonne unité. Donc, les deux vont ensemble, c'est bien. Mais surtout, vous avez les gougères. Les Mugrunta à la gougère passent à 160 points. C'est moins cher que les 3 cochons. Ouais, enfin. Elle est légèrement moins bien sur beaucoup de points. Elle est un peu mieux sur certains. Elle était plus chère. Là, elle est moins chère. La comparaison, elle est vraiment plus simple à faire. Et elle est vraiment bien. C'est ça. La Mugrunta intermédiaire passe à 240 points. Et la grosse, avec le boss, passe à 350. Alors. Il est vraiment pas cher. 350, c'est de la save à 3. Il tape fort. Tu peux lui mettre maintenant. Ils ont changé là, il y a un mois ou deux. Les artefacts. L'artefact est très co. Donc, elle a accès à la destroyeuse. Elle a le fastoon.
Ah non, c'est une dinguerie. Franchement, les Mugunta, là, faut les tester. Bon, la full Mugunta, ça fait rêver, mais c'est sûrement pas encore viable. Mais tu vas pouvoir en rentrer 1, 2, 3 dans des Iron Joe, tu vas pouvoir en rentrer une dans des Bigwag. Elles sont vraiment intéressantes. Ouais. C'est... Et puis c'est des belles figurines, des belles pièces, et j'en ai jamais vu entre guillemets vraiment, parce que à part la première fois le mois où c'est sorti, les gens les ont mis au placard. Donc là, ça va commencer à se Ouais, moi réfléchir. j'ai fait un tournoi pour déconner avec un pack de 2, j'ai fait un comité, un autre tournoi avec 3 Mugunta pour rire aussi. Ça s'est pas si mal passé que ça, parce que c'est quand même, ça tape fort, mais il y avait trop de problèmes. Là, et même l'armée de renom, alors qu'elle est toujours pas bonne, mais l'armée de renom, elle commence un peu plus à prendre sens. Parce que déjà, tu rentres un cochon de plus. Hein. Avant, tu rentrais 9 ou 10 en fonction des builds. Là, tu vas rentrer 10 ou 11. C'est bien. Et surtout, vu que l'armée de renom, la règle, c'est qu'au round 1, tu perds pas de momentum. Et qu'à la fin de chaque tour, maintenant, t'en perds plus. Bah là, tu vas arriver de T2, elles vont toutes être à 6. Hein. Elles vont être chargées à max. L'armée de renom a des problèmes intrinsèques. Hein. Pas de war chanteur, des tactiques pas folles, des artefacts pas ouf, une WAG qui est catastrophique. Donc c'est pas exceptionnel, mais il y a moyen. Maintenant, il y a moyen de la jouer pour déconner et faire une partie sympa. Alors qu'avant, c'est pas possible. Avant, c'est ce qu'on a appelé jouer à contrainte. Ah ouais, non, c'était même pas à contrainte. Là, tu te faisais du mal. C'est ça. Non, c'est très bien. Franchement, ça mérite d'être testé. Bon, moi, mon cœur d'Iron Joe et de cochon, j'en ai 3 des Mugunta, me font penser que c'est super fort, alors qu'à mon avis, c'est juste un peu mieux. Ça va pas sauver Iron Joe, mais il y a des choses à faire. Il y a vraiment des choses à tester. Complètement. Je pense qu'on va sûrement en voir un peu plus, même en unité, un peu de chasse en périphérie, parce que 160 points pour une gougère, même en Big Wag, je pense que ça se rend. Ouais, le problème en Big Wag, c'est qu'elle est pas élite, donc tu peux pas la TP et lui mettre un Mighty Destroyer parce qu'elle est pas élite, donc c'est un petit souci. Moi, en Big Wag, je vois vraiment le Tuss Boss. Tuss Boss en Big Wag, j'ai une liste qui passe avec, et parce que vraiment, c'est un missile. Et c'est un bon missile. Ça tape fort. Donc, mais ouais, il y a des choses à faire. Pour continuer, on va passer rapidement sur Gloom. Donc Gloom, il n'y a pas de modification dans leurs règles particulières. Cependant, il y a une modification importante sur les coups en points, notamment sur les unités qui étaient spam, à savoir les Bounders. Les Bounders, les Sneaky Sluffler, les Gobapalooza, qui étaient dans toutes les listes qui tournaient en squeak, qui prennent tous 10 points. Donc ça t'oblige à downgrade une unité ou à en sortir une. C'est très bien. C'est franchement, Gloom commençait à être bien équilibré, même si c'est fort, Gloom. Hein. Là, voilà, les listes reprennent un petit coup léger. Donc c'est chouette. Ça rééquilibre un peu par le bas. C'est bien. Tout à fait. Ils auraient pu être un peu plus énervés avec Gloom. Et du coup, pour finir dans la destruction, nous allons passer... Ah non, il reste 2 armées. Nous avons les Ogors qui n'ont pareil, pas de modification importante sur leurs règles. Cependant, ils vont avoir une belle baisse en points sur le Boucher, le Frostlord sur Thunder's Tusk et surtout les Mantfang Pang. Le Warframe est toujours catastrophique, mais ils sont moins chers, hein, beaucoup moins chers, donc pourquoi pas. Mais il y a des gens qui sont amoureux de ces unités. Ça va permettre d'être un peu moins ridicule sur table, d'avoir une unité de plus. Toujours ça de prix. En effet. Et pour finir, les plus grands, les plus beaux, ils font un peu du yo-yo, ils viennent, ils repartent, ils reviennent, ils repartent. Là, ils sont très présents dans la méta grâce à cette magnifique armée de renom de la King Brock Stomp. Et donc, pour un peu rééquilibrer, on va dire, avec le BTO originel, vous avez une modification de leur action monstrueuse qui vous dit que vous allez lancer 2d6, et si vous battez la bravoure de l'unité, vous allez faire fuir la différence, qui n'est pas considéré comme un test de fuite, donc il faudra le faire quand même après, blablabla. Et en plus de ça, on vous rajoute gratuitement sur un 3+, la possibilité de faire un roar sur une unité, donc vous allez pouvoir roar 2 unités. Alors, ce qui est amusant, et là sur le Battle Scroll, c'est le cas, c'est que c'est écrit Orders en anglais, et qu'Orders en anglais, c'est les injonctions City of Sigmar. Oui. En fait, c'est un roar pour les City of Sigmar, mais qui ne fonctionne pas parce qu'elle ne les issue, elle les receive pas. Mais ils l'ont fait, ça a été changé là aujourd'hui. Oui, si vous allez sur le site de Games, il y a 3 armées qui ont été fac le 16, donc aujourd'hui. Il y avait des petits bugs dans les écritures. Ouais, c'est ça. Il y avait un petit bug sur le truc Idonnet et Seraphon, mais c'est anecdotique. Exactement. C'est rigolo ce truc de Orders. Ils sont portés eux-mêmes entre Command Abilities et Orders, et je trouve ça quand même très très. Ah, moi, ça, je l'avais mis en lumière. On m'avait dit, mais non, en anglais, il n'y a pas le souci. C'était un roar pour City of Sigmar uniquement, mais qui ne fonctionnait même pas. C'est ça. Mais, surtout, en Son of Behemoth, qu'est-ce qui arrive en plus
pour une armée qui est forte. En fait, il faut jouer des armées fortes, vous avez toujours des buffs, on a l'impression. C'est drôle parce qu'on sent que t'as mal à ton petit cœur. Ouais, moi, mes armées de cœur, ils ont rien pris. On fera un petit tour des ouin après. Du coup, les sobs, on perd 10 points sur les Man Crushers, 10 points, du coup, sur le War Stomper, et mathématiquement, ils sont 3 à 30 points sur le pack quand t'en prends 3, quoi. Ça sort de nulle part. Les 10 points sur les Man Crushers, c'est aberrant. Ça permet, dans l'allégeance de Brod, on prend un quatrième. On prend un quatrième si tu downgrade un de tes gros géants en War Stomper. Mais le War Stomper est très très bien. Je ne comprends pas pourquoi il n'arrête pas de perdre des points, sachant que très honnêtement, derrière le Gatebreaker, c'est le deuxième meilleur. Il est vraiment pas cher. Il tire pas. Le Gatebreaker a un tir raid -3 dégâts 4 qui est exceptionnel. Le War Stomper tire pas du tout. Mais il close bien, il a sa petite aptitude de tuer un mec au close et de le balancer qui est sympa. Donc, voilà, tu peux rentrer avec la King Brood, 3 gros, 4 petits dans une liste. Et tu peux rentrer pour les amoureux de la Stomper Tribe, qui consiste à avoir un gros et plein de petits, parce que tu peux leur donner tous le même ordre à chaque phase. Tu peux rentrer un de plus, ce qui est sympa, tu peux rentrer 12 avec un War Stomper. Tu peux avoir un War Stomper et 12 petits géants, qui ont tous course et charge, avec une course auto potentiellement. Enfin, il y a moyen de faire des buts très marrants et t'en rentres un de plus. Donc voilà, un petit up absolument pas justifié de sob. Ouais, c'est chouette. Ouais. Sachant que Sob bénéficie énormément, comme Caradron, Korn et Firestarter, de la nouvelle tactique. Sob, par Maison qui avait du mal à faire sa 5e tactique. Et là, va falloir poser un mec qui compte pour 20 sur un objet. Faisable. Non, vraiment, faisait souvent déjà. Je pense qu'ils sont contents de ça et ça leur fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Donc là, on a fait le tour de tout le document, donc Nullstorm Cache. Moi, je vais faire un petit tour sur très G, sur mes armées de cœur qui n'ont pas eu de bonus. Stormcast, c'est de la merde. Daughter of Cain, il y a un truc que je note, c'est que le Blue Wrack Shrine, donc ça, c'est la sorcière montée sur le chariot, 160 points pour une sorcière qui a 13 points de vie. Honnêtement, c'est vraiment pas cher. Ouais, non, et puis Moratti qui baisse encore. En vrai, Daughter of Cain, même si moi j'ai vraiment du mal, ça reste une armée qui est stable, fiable. T'as Moratti qui fait très bien les tactiques, qui survit. Si tu la joues subtilement, il y a moyen de faire des trucs. Avec les Kinerai, t'as des bonnes tactiques, t'as une grande strat quasi auto. L'armée est pas nulle, mais elle a du mal. Il faut savoir la jouer, c'est très dur à jouer, t'as des matchs qui sont mauvais. Donc, c'est un petit coup de pouce, mais c'est trop léger, quoi. Complètement. Donc, ouais. Faut faire attention avec cette armée quand même, hein. Elle est borderline forte. En vrai. Oui, complètement. Parce qu'elle a des très très bonnes tactiques et grandes strats, et elle a Moratti, qui est exceptionnel. Donc, en fait, c'est une armée où quand tout passe, c'est top, mais dès qu'il y a un écrou qui saute, il n'y a plus rien qui va. Un peu à la Sylvanette, quoi. Ouais, c'est ça. Et pareil, ils n'ont pas fait grand chose à part des légères baisses en points sur parce que c'est des armées qui ont des gameplays très intéressants, potentiellement très forts, et qui peuvent être dangereuses à trop up, donc ils y vont tranquillement. Exactement. Ma deuxième complainte, c'est Slanesh qui perd 10 points sur les deux frères, Sinessa et Dexessa. Mon Dieu, mais ils auraient pu rajouter un 0. Ah, mais complètement. Vraiment, c'est... Non, mais 230 points pour un sorcier niveau 1 et 230 points pour un combattant, mais ignoble. On n'est pas loin des pires War Scroll d'AOS avec ces deux-là. Mais déjà qu'ils étaient pas bons en V2, et là, c'est pas... Le Keeper qui perd 20 points. C'est Sinessa qui était pas mal. Elle avait tous les sorts du domaine, elle avait son tir. Avant, elle connaissait le domaine. Ouais, maintenant, on la jouait même parfois en First Sprint, dans l'ancienne First Sprint. Tout à fait. Rigolo. Et ce qui est marrant, c'est que le masque qui était passé à 150 points est redescendu à 140. Tu sais pas pourquoi lui fait le yo-yo. Les démonettes 110, pareil, ça ne sert à rien. Donc, un peu triste pour ça. Vraiment, c'est dommage. Il y a eu des petits changements aussi, des endless spells, des petits rajouts en points, nerfs du Pandoulou, mais des Géminides qu'on voyait dans beaucoup d'armées de magie. Et il y a aussi eu un petit sneaky nerf du Maelstrom. Alors, c'est pas un nerf, c'est un changement. Oui, il explose à 9 pas au lieu de 12. Il explose à 9 au lieu de 12. Alors, c'est moins bien et mieux en fonction des situations parce que ça touche aussi vos sorciers. Donc, le fait que ça tape moins, ça peut te permettre parfois de te sauver tes sorciers. Donc, c'est un changement. C'est pas intrinsèquement un nerf. Mais voilà, faut les noter, celui-là, il est très sneaky. Donc, il faut le dire. Sachant que je rappelle à tous les joueurs qui jouent le Maelstrom que sur War Scroll Builder, il est à 30 points alors qu'il est à 50 depuis 6 mois. Donc, il faut le modifier à la main. Il coûte 50 points. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, vous avez... correcteur de liste, je passe le message. C'est ça. Aujourd'hui, vous avez aussi la possibilité de prendre la palissade pour 30 points. Ils veulent la caler, leur palissade.
Elle est catastrophique, hein, donc allez-y, faites-vous plaisir, c'est pas cher. Ouais, vraiment. Et la Burning Head, ils savent même plus qu'on fout. Elle fait 20 points, bientôt elle va être gratos. Gratos, pas cher. C'est 0, tu pourras la prendre. Ouais, non, c'est Non, maintenant elle est vraiment. pitoyable, la Burning. Ouais, non, c'est de la merde. Moi, je comptais aussi faire un petit point sur les fakes BT qui est sorti vraiment il y a pas longtemps, qui a eu quelques errata sur le fait que maintenant, Ushoran, vous savez que vous ne pouvez pas prendre 2 fois la même désillusion, donc ça règle cette C'est question qui se nécessaire, ça. On posait. s'attendait. Voilà, heureusement. On sait qu'Ushoran, sa capacité de donner à 24 pas les 6 points faisant une blessure une attaque en plus. Si vous le descendez à 4 points, cette aura est conservée, c'est normal. Ouais, c'est conservé, mais t'as pas le buff. Oui. Il faut avoir 24. Enfin, il faut avoir les 6 points pour que ça soit encadré à 24. Voilà. Et si t'as 4 points, c'est quand même à 12. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de significatif? Clarifier le fait, notamment pour les héros montés, parce que c'était buggé, parce qu'à OS, en fait, tu fais toutes tes attaques en même temps, et l'adversaire alloue les dégâts comme il veut. T'as que le mec sur sa monture qui fait les points de noblesse, pas la monture. Donc quand tu tapais avec un mec sur Dragon Zombie, ton adversaire allouait d'abord les dégâts du dragon. Ah bah je suis mort. Bah du coup ton héros n'a fait aucun dégât parce que j'ai pas pu les allouer, donc il ne génère aucun point de noblesse. Là, ils ont dit qu'il faut d'abord allouer les attaques du personnage au-dessus. Donc ça règle le problème. Je disais qu'ils n'étaient pas sortables. Exactement. Mais par contre, ce qui est significatif, c'est qu'il y a une baisse en points de beaucoup d'unités. Donc, vous avez Kribgas Courtier, le héros de merde, mais vous verrez jamais, il perd 20 points, on s'en fout. L'Infernal Courtier, celui qui vole, et les autres perdent leur palier de 5 points, ça s'en branle. Oui, c'est toujours les paliers de 5 points. Voilà. Mais par contre... Dans le bon sens, quand même. Dans le bon sens, pour une armée qui est quand même sympathique. Hein. Oui, tout à fait. C'est le Terrorgeist et le Royal Zombie qui perdent 55 points et 70 points. Alors, trop cher à l'origine, mais là, c'est beaucoup. Ils y vont fort, là. Ouais, on parle de Dragon Zombie, 240 points, sachant que vous pouvez les ramener à la vie, blessés, bien sûr, avec 6 blessures, mais... Et faire FEP et bouger de D6 après FEP. C'est à surveiller, hein. Ça peut faire des ouvertures. Il y a aussi les Crypt Guards qui pouvaient potentiellement mettre un héros en Ward à 1. C'est plus possible. Oui, c'était fait. Par contre, ils ont toujours pas clarifié, et ça, on a vraiment besoin qu'ils le fassent. Si c'est l'unité, personne n'est d'accord. Shoran peut être entièrement à 3 des Crypt Guards en étant enfin bref, c'est compliqué à expliquer, j'ai la flemme. Mais ça, les gens qui connaissent comprendront. On n'a toujours pas de réponse et c'est très embêtant. Tout à fait, tout à fait. Voilà, je sais pas toi si tu veux faire un petit point sur quelques trucs que t'as vu. Globalement, même si j'en avais un petit peu spoilé avant, c'est un Battle Scroll qui était excessivement attendu. Ça fait 5 mois qu'on l'attend. On était dans une méta qui était pas mauvaise parce que y a quand même beaucoup d'armées qui se tirent la bourre dans le top. Il y a beaucoup d'armées qui sont à la traîne. Bah, ça va pas énormément rabattre les cartes. Il y a Seraphon qui prend un attaque exceptionnelle, mais l'autre allégeance est encore jouable. Il y a Caradron qui prend cher, mais c'était déjà, ça va encore être joué. L'armée de renom est toujours sortable. Il y a des gens qui font des trucs avec. Donc ça va pas révolutionner la méta, mais il y a plein de choses à tester, à retester. Et comme je l'ai dit, une méta, ça joue parfois à rien. C'est des effets de mode. Il se peut qu'une armée plonge ou ressorte de nulle part. Les gens fassent des surprises avec des trucs. Donc c'est ça qui est bien dans un Battle Royale, ça donne envie de retester plein de choses. Ça met un petit coup de dépoussiérant. Mais beaucoup de gens, moi le premier, s'attendaient à plus pour ces 4-5 prochains mois là, en attendant la V4. On s'attendait à avoir un peu de matière à croquer. Ouais, c'est ça. Moi, j'attendais vraiment de l'explosivité pour les BT qui étaient en dessous, leur donner des trucs vraiment sympas en se disant tiens, on va les revoir parce que ils ont pris des ups significatifs. Alors après, là, c'est mon expérience de mec frustré en me disant ouais, je voulais plus et ça se trouve ce qu'ils ont fait va vraiment modifier de manière importante et ils ont eu raison. Seul l'avenir nous le dira. Dans tous les cas, ça va modifier. Ils ont fait des changements intéressants. Hein. La range 2, c'est impactant. Les points, c'est toujours impactant. La battle tactique, ça va être très intéressant. En fait, tu vois, la battle tactique, c'est... Je sais pas si j'ai déjà dit dans une vidéo, ça, je l'ai déjà écrit il y a pas longtemps. En fait, le problème de la méta actuellement, c'est que les battle tactiques, il y a plein de BT qui ont des trop faciles. Ça, c'est un fait. Et le problème, c'est qu'elles sont pas interactives. T'as pas besoin de taper ton adversaire. T'as pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est souvent du placement. C'est souvent du ci, du ça. Là, ils en rajoutent une qui nécessite aucune interactivité avec ton adversaire. En fait. C'est juste, tu dois mettre une fixe sur un objet. Et toutes les armées y ont accès. Et en fait, ça va faire encore plus des gameplays attentistes. Bon, voilà, j'ai mon petit héros qui vaut 100 points, il a sa nullstone, il va juste courir auto sur l'objet, j'ai ma tactique. Oui. Allez, on va au tour d'après. Bah, ça va pas dans le bon sens selon moi, mais
bon, c'est pas mal. Non, c'est vraiment quelque chose, j'espère qu'ils vont mettre en place sur la V4, parce que là, c'est trop tard pour la V3, mais s'ils restent sur ce système de tactique, je trouve intéressant, parce qu'au moins, vous faites quelque chose en plus de votre scénario, mais s'il vous plaît, nivelez-les. Je sais pas, des tactiques qui valent 3 Mais points c'est qui sont sûr. dures à faire, des tactiques qui valent 2 Ah, points si elles sont moyennes, des tactiques qui valent 1 point, et vu que ils ont essayé, hein. Ils ont essayé vaguement. Moi, j'aimais pas. Je pense qu'ils ont pas aimé non plus parce qu'ils ont enlevé toutes les tactiques qui avaient des bonus de 1. Si tu les faisais avec des monstres, puis dans le BT, dans mais certains c'était BT du comme foutage de Doctor gueule, c'est surtout C'était du ça. foutage de gueule, Parce ouais. que c'était trop simple, en fait. Moi, quand je te dis une tactique qui vaut 3, par exemple, qui est dure à faire, c'est genre, tu reprends 2 objectifs à l'adversaire et t'en nettoies un complètement, j'en sais rien, tu vois. Mais, Ouais. mais en fait, qu'il y ait une interaction avec l'adversaire. Tu vois, quand tu interagis avec l'adversaire, tu es C'est un ça. Moi, c'est bonus. l'interaction avec l'adversaire. Moi, il y a un truc que je lis énormément et je vais pas dire qui m'énerve, qui m'agace. C'est les gens qui disent la solution pour équilibrer les tactiques, c'est qu'il n'y ait plus de tactique de BT. Ça, c'est complètement faux. Ah bah Au non. début, on n'avait pas de tactique de BT. Il y avait quand même des gens qui faisaient des tactiques mieux que d'autres. En Ah, fait, mais bien sûr. actuellement, il y a des problèmes. Je dis pas que c'est équilibré. Il y a des tactiques de BT, il y en a qui en ont trop, il y en a qui en ont des trop simples. Mais les supprimer, c'est pas la solution. Tu supprimes et t'en mets 4 génériques en plus, bah, t'auras des armées qui les feront beaucoup mieux. T'as des armées qui les feront pas bien. Soit elles sont trop simples pour tout le monde et c'est nul, soit elles sont trop dures et t'auras 4 BT qui les feront bien et les autres non. Et du coup, ils seront plus forts. Donc c'est pas une solution. C'est juste qu'en fait, ça nécessite du taf, ça nécessite Mm. des mages régulières et ça ils savent pas faire. Ils nous l'ont montré là. 5 mois pour un battle scroll. Enfin moi qui viens comme beaucoup de joueurs aujourd'hui du monde du jeu vidéo, un jeu compétitif. Euh, Asymétrique, comme j'appelle, je sais pas si c'est le terme officiel, où c'est-à-dire que tu as des classes, tu as des Si, races si, qui c'est durent à complètement équilibrer, ça, c'est asymétrique. c'est impossible à équilibrer tous les 5 mois. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Tu regardes League of Legends, tu regardes tous les jeux comme ça, ils sont équilibrés toutes les 3 semaines. T'as Counter-Strike qui est jamais équilibré, mais c'est pas asymétrique. C'est pas Les gens ils sont asymétrique. contents, tu joues tous la même classe, donc c'est pas grave. S'il y a un déséquilibre, tout le monde l'a. Alors que là, le jeu il est asymétrique et en plus il est aléatoire notre jeu, ce qui rajoute une petite couche de bonheur en plus. Mm. Donc t'es obligé de faire. Enfin, franchement, si le problème c'est qu'ils font pas assez de mages. Tous les 5 mois, c'est pas assez. Donc c'est ça le problème majeur. Et le fait de supprimer les tactiques de BT changera rien à ce problème. Ah non, non, vraiment, aujourd'hui, moi, je vous invite, faites des parties avec vos amis ou un petit tournoi le samedi, vous dites, on joue pas les tactiques des BT, on joue que les tactiques génériques. Alors, les gens qui ont pas l'habitude, bien sûr, on va pas se mentir, ils vont, entre guillemets, galérer 2-3 minutes, mais au final, ça changera rien, parce qu'en fait, la puissance de votre armée va faire qu'en fait, Ah, et puis ça peut changer la méta. C'est pas ce que je dis. Ça peut vraiment changer la méta, mais ça crée une autre méta qui sera elle aussi déséquilibrée. De toute façon, ah oui, une méta c'est forcément déséquilibré. C'est impossible ça d'avoir s'appelle un truc méta, équilibré. most Et c'est même pas efficient, ça. intéressant en fait. Mhm. Donc il y aura toujours un déséquilibre, mais le but c'est d'avoir un déséquilibre qui soit léger et qui changent régulièrement. Et ça, ils savent pas faire. Le côté léger, c'est ce qu'ils essayent, mais le fait que ça tourne, ça, ils savent pas faire. Là, c'est les mêmes armées qui sont OP et qui sont nulles depuis 1 an et demi. Donc, Ah mais complètement, vous prenez aujourd'hui entre guillemets une sorte de tier list, les premiers BT qui sont sortis sont en bas, les BT sortis après sont en haut, pour la simple et bonne raison que les BT sortis dernièrement ont des outils, des artefacts, des tactiques, ce que vous voulez, qui sont modernes, pensés, qui fonctionnent, qui vous proposent des combos, et les BT sortis avant sont vraiment limités à un usage bête et méchant de je m'avance de 6, je course et charge très peu, j'ai pas de tricks de redéploiement, de mouvement, de choses comme ça, quoi. pour moi, C'est... Idonet, c'est un super exemple. C'est un cas d'école. Alors, je suis pas game designer. Hein. C'est un cas d'école de ce qu'il faut faire et pas faire. En fait, pour moi, avec Idonet, avec les Fouettades, ils ont fait un truc exceptionnel. Ils ont dit cette armée, elle est nulle, elle est jouée par 2 joueurs qui adorent ce BT, qui arrivent à faire des trucs, hein, mais personne ne les joue. On va leur mettre un buff de ouf. On va dire Fouettane, 25% de dégâts en plus, 6 explosifs. C'était trop. Tout le monde savait quand c'est sorti que c'était trop. Mais c'est pas grave si tu rediminues 3 semaines plus tard, parce que tout le monde va se dire, en fait, Fouettane, c'est pas mal. Et en fait, un tout petit peu après, bah, tu rediminues. Mais là, ils ont attendu 5 mois pour rediminuer. C'était beaucoup trop. Et ils l'ont fait avec une armée. Ils auraient pu le faire avec 3 armées. Mm. 3 armées, on leur met 6 explos. Et 1 mois et demi. Après, le problème, c'est que notre jeu, il est lent. C'est pas un jeu vidéo. Il y a de l'inertie pour que les gens prennent leur figue, fassent des tournois, etc. Mais 1 mois et demi, 2 mois après, tu redescends un peu.
et t'as équilibré ton truc. T'as fait tourner un peu la méta, t'as fait réapparaître 3 armées qui n'existaient pas, tu les rediminues un peu, et c'est bien. Le problème, c'est qu'ils le font avec une armée tous les 6 mois. Et c'est pas... C'est vrai que, en fait, pour te rejoindre, moi, j'aimerais que l'éditeur ait confiance dans ses choix, qu'il prenne des choix, on va dire, de cœur ou assumés en disant moi, je pense que c'est le bon choix, on y va, plutôt que faire des petits lissages. Aujourd'hui, ça peut être un peu la blague de la V3, c'est que la première armée à être sortie, à part Stormcast, c'est Krulboy. Krulboy, c'était Kata. Et la blague qu'on avait, c'est tous les Battle Scrolls, ils vont se prendre des ups. Là, on en est Là, il y à a un le point... Glashtouf qui a encore descendu de Ouais, 10 points. c'est ça. Et là, on en est à un point où ça continue. Et est-ce que l'armée va être jouée? La réponse est non. Parce que... Il y a des unités qui sont très bien, Big Wax c'est oui, très je dis pas le intéressant, mais l'armée contraire. sera pas jouée. L'armée sera pas jouée. Et donc, mathématiquement, en fait, c'est 3 années. C'est-à-dire que l'éditeur, en 3 ans de jeu, et il peut faire ce qu'il veut, n'a même pas réussi à rendre une armée toute neuve qui a été pensée... exceptionnelle. Ouais, qui a du flow, hein, à une armée viable. Moi, vraiment, quand même Cruel Boys, elle est ouf. Quand j'ai passé 6 mois sur ma V3, je me suis dit, putain, les Cruel Boys, ils sont beaux. Dès que Games aura mis les doigts dedans, ça va être une bonne armée. Est-ce que je me laisserai pas tenter, tu vois? Et ben, aujourd'hui, je me dis, je suis content de pas l'avoir fait. Entre guillemets, tu vois. Ouais, en fait, c'est ça. Ils n'arrivent pas à trouver la recette des mages soit assez impactantes, soit assez régulières. Ils sont toujours dans un tout petit peu, pas assez. Parce qu'en fait, des tout petites mages comme ça de 5, 10, 15 points, s'ils en faisaient tous les 2 mois, ça pourrait être bien. Mais tous les 5 mois, c'est pas assez souvent. Parce qu'en fait, tous les ans, on a un changement de saison. Donc, entre-temps, on a eu que 1, voire 2 changements de points. Du coup, c'est pas, voilà. Mais bon, globalement, le Battle Scroll va dans le bon sens. Hein. On est en train de tatillonner parce qu'on s'attendait à plus, parce que je pense qu'on est habitué à des jeux vidéo qui vont beaucoup plus vite. Bah non, mais regarde là, moi honnêtement, s'ils respectaient l'engagement de se dire tous les 3 mois, j'ai une fac, go, tu vois. Là, en fait, Pour moi, c'était bien. C'est que là, on a eu 5 mois, et en fait, en 5 mois, j'aurais préféré qu'ils nous fassent 3 mois avec 2 trucs moyens que 5 mois avec ce qu'on a eu aujourd'hui, tu vois. Ah, et puis, enfin, ouais, là, c'est moins que moyen. Moi, pour moi, ça, c'est même pas une fac qui doit arriver tous les 3 mois. Ça, c'est une fac qui doit arriver tous les mois, un truc aussi petit. Parce que là, ils sont pas mouillés, quoi. Non. C'est des évidences qu'ils ont nerf et qu'ils ont up, et c'est super léger. Donc, il n'y a pas d'erreur. Pour moi, c'est que du bien. Oui, complètement. Mais bon, voilà, c'est chouette. Il y a des trucs à tester. Moi, je vais ressortir un peu mes cochons. Je vais tester ma liste sub avec un petit en plus. Il y a plein de gens qui sont un peu remotivés parce que là, c'était terrible. Ces dernières semaines, il y avait une baisse de motivation chez les joueurs. Mais complètement. Moi, le premier aussi. C'est-à-dire que je souhaite mettre en place, entre guillemets, mes projets d'armée pour arriver en V4 avec le Smile. Mais là, est-ce que je peins cette figurine? Est-ce que je la peins pas? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Parce qu'en fait, on sait pas à quelle sauce on va être mangé. Maintenant, on a la sauce salade tomate oignon. Et ben, on est parti et on sait où on va, quoi. Donc, que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est qu'on est content, on est content de savoir où on va, quoi. Moi, j'ai juste un peu peur que, alors, ce sera pas mon cas parce que on a des échéances, etc. On va s'entraîner, mais j'ai peur que pour les joueurs plus casual, mais qui jouent quand même beaucoup, ça soit pas un coup de pied dans la fourmilière assez grand pour les remotiver jusqu'à la V4, et j'ai peur qu'on perde, ce sera pas beaucoup, mais qu'on perde quelques joueurs, ou petite baisse de motif, où des gens se cachent jusqu'à la V4. Moi je les comprends, hein, parce que quand j'ai reçu le document, le premier coup de bambou que j'ai pris, je me suis dit, bon, j'ai des tournois qui arrivent, mais qu'est-ce que je fais, quoi, tu vois, limite, bon, si je les fais pas, c'est pas bien grave, tu vois. J'attendrai la V4, quoi. Si t'as pas les 2-3 armées qui ont eu un changement sympa. Mais bon. Voilà. Pour le compétitif de très haut niveau, je pense que c'est quand même un des changements très intéressants qui vont faire du bien. Non, puis on a toujours la première, moi c'est le premier, mercredi, j'étais, et puis là j'ai commencé à dire, mais il y a cette faille, il y a ce petit truc là, et en discutant avec les gens, finalement, il y a des petits changements qui sont toujours un peu cool, quoi. Ouais. Ils sont forts quand même, hein, parce que moi jeudi matin, j'étais plus fou qu'un matin de Noël, quoi. Ce Battle Scroll, on l'attendait tellement. Ouais, c'est surtout ça, en fait. Je pense que sans rien faire, ils sont forts. Ouais, la frustration est un peu... On est des pigeons. Complètement. Complètement. Écoutez, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir pris le temps de tout comprendre. Merci Adrien d'avoir été très précis sur comment, quoi,
que faire. C'est J'espère toujours un avoir pas plaisir. trop dit de bêtises, évidemment. On sait que les Non, vidéastes en bah, font toujours, on essaie d'éviter, on essaie jamais. de bien bosser avant, mais il y en a toujours forcément une ou deux qui s'est glissé, un petit oubli, une petite erreur. Ne nous lâchez pas, mais précisez dans les commentaires, c'est toujours intéressant. Il y a souvent une ou deux Exactement. personnes qui nous font remonter des choses qu'on a mal vues, mal lues, mal interprétées. Donc, allez-y. Tout à fait. Merci à vous. Petit rappel, le sponsor de la chaîne, vous avez 10% avec le code Égide chez Phoenix Wargame pour tous les accessoires. J'en ai pas avec moi parce qu'ils sont rangés, mais Moi qui aussi, sont caché. de très bonne qualité si Ah vous ouais, voulez moi des je réglettes, recommande. des gabarits et tout le tweety quanti que vous pouvez avoir besoin pour finir votre Regardez, V3. vous pouvez même mettre votre nom customisé dessus. Exactement. Le logo de votre équipe. Oh, c'est génial. Oh, Exactement, exactement. Le top, vraiment, c'est exceptionnel. Voilà, merci à vous. Passez un bon week-end. à bientôt. À plus et à une prochaine vidéo. Je sais pas quand, mais une prochaine. Ciao tout le monde.